Est-ce que De Niro, à ce moment-là, ne serait pas, quand il est vieux, en train de regretter tout son parcours de mafieux? Je sais pas s'il regrette son parcours de mafieux en tant que tel, mais je pense qu'il regrette les conséquences que son parcours de mafieux a eu sur sa famille. Ça lui retombe sur le bout du nez. Comme on dit dans la mafia. Ça va te... attention. Attention à ce que tu fais. Et c'est là qu'on aperçoit Malicia qui débarque. Quand je dis Malicia, c'est parce que c'est la même actrice que dans X-Men. Ouais. Oui. Et Dans True Blood aussi. Et d'ailleurs, personne ne peut la toucher dans la BA. Ensuite, on a un plan sur des... C'est pour ça qu'à un moment, on n'a pas compris Joe Pesci qui était devenu tout fripé, ridé. C'était dans la même timeline, mais c'était après que Anna Paquin l'avait touché. En fait. Exactement. Aucun respect pour Joe Pesci. C'est X-Men 4 en fait. In a world. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Aujourd'hui, on bouge les meubles, on fait de la place pour accueillir un cinéaste américain des plus importants, des plus influents de sa génération, un des piliers fondateurs de ce qu'a été le nouvel Hollywood. Palmé, oscarisé, collectionneur de superlatifs, j'ai nommé bien entendu Martin the Great Scorsese. Et oui, Martin opère un retour aux sources qu'on annonce déjà fracassant avec un nouveau film de gangster au casting 5 étoiles, The Irishman. C'est sa bande-annonce que nous allons aujourd'hui coincer dans un cul-de-sac et passer à tabac afin qu'elle nous révèle tous ses secrets. Je dis nous, car je ne serai pas seul pour effectuer ce sale boulot. Non, je me suis entouré pour ce job des pires gangsters du podcast game, des vermines sans foi ni loi qui passent leur vie à écumer les bars et à traîner dans des combines sombres. Présentation avec un tour d'étape de la famille. Ambiance. Autour de la table, Clément est là. Je m'appelle Sergio Tacchini. Je fais dans le trafic de survêtements. Du XS au XXL, mes produits allient performance, confort et raffinement à l'italienne. Sinon, j'ai aussi des Air Max tombés du camion. Salut Sergio, prends place dans la famille. Merci. Clémence est aussi là autour de la table de la famille. Je suis Giovanna Cazzo, la pieuvre du milieu, si vous voulez tâter du tentacule. On l'appelle aussi dans le milieu Katsuni. Kevin, un grand mafioso, est aussi là autour de la table de la famille. Je suis Tony Linguini. La calzone dans le four, si tu vois ce que je veux dire. La bouffe toujours. Oui, je suis pitaiolo. Mais pour de vrai. Je crois que c'est l'ananas sur la pizza son crime le plus dur. C'était pas moi, c'était les Américains. Marion est là. Oui, moi c'est Roberta de Rideau. Je vous propose une ristourne sur votre pressing pour toute trace de sang trop abondante pour être enlevée. Aucun effort d'italien. Roberta de Rideau, mais tu n'es pas italienne. Mais si, je suis la sœur de Robert De Niro. Ah, On a inversé les lettres. D'accord. Et moi je suis Romano Di Bufala. Gangster de père en fils. Aïe, bienvenue aujourd'hui dans la famille. merci. On va passer maintenant au sommaire de l'émission et je vais abandonner cet accent. Ça devient limite mexicain. Ramborado. Avec le chat beauté. Vamos à la playa. On passe donc au sommaire de l'émission et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, place à du beau, place à du grand, place à du gros sourcil avec la BA de The Irishman, le dernier film de Martin Scorsese, réalisateur phare des United States of USA. Tu m'as appris un truc, Romain.
quoi. Donc, Tu m'as appris que Martin Scorsese était palmé. Je ne savais pas. eh ben oui, Il nage très bien. Pour Taxi Driver. Taxi Driver, le Ouais. préquel de Joker. Ah ouais, t'as pas compris. Il nage très bien. Tu vois, la blague m'a évité. Je vais vous dire. Bon, en plus de déclarer notre amour au cinéma de Martin, on vous dira tout sur ce film qui pointera le bout de son nez dès le 27 novembre, directement chez vous par le biais de Netflix. Netflix? Mais et les salles de cinéma? Ah, bonne question, cher auditeur. On en profitera bien sûr pour nous pencher sur ce nouveau phénomène qui déclenche depuis quelques années débats et polémiques au sein de l'industrie cinématographique. Puis, en deuxième partie d'émission, on y suit le sang et la poudre pour glisser dans un autre monde. Un autre... comment vous êtes lançable facilement, c'est incroyable. Un autre monde, celui de la Reine des Neiges 2, que nous avons vu depuis notre dernier épisode. Alors, qu'en est-il du dernier film d'animation Disney? La magie a-t-elle opéré, libérant et délivrant notre âme d'enfant? Ou bien, au contraire, n'était-ce là qu'une belle douille de glace qui a fini par refroidir notre petit cœur tout mou? Vous saurez tout dans notre match retour et spoiler alerte, on vous servira un cornet à deux boules. L'un au goût... Mitigé. L'une au goût mitigé et l'autre au goût enjaillé. Team mitigé, team enjaillé, le retour du retour, back is back, ça va débattre. Bon, voilà pour le programme du jour. Pour le moment, est-ce qu'on n'irait pas faire un tour du côté de Martin et son Irishman en découvrant sa BA? Allez. Si. C'est C'est parti. Place aux gangsters de la semaine. It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened. Frank, I want you to meet my cousin, Russell Buffalino. Better watch. There's a lot of tough guys around here. Did he tell you? You're not afraid of tough guys, are you? I didn't think so. I was one of 1,000 working stiffs until I wasn't no more. You got a good friend here. You don't know how good a friend you got. Russell, he took a shine to me right away. After a while, he started giving me little things to do. I know you read a lot of things about me. I just want to say I'm sorry. I know I wasn't a good dad. I know that. I was just trying to protect all of you. From what? You didn't see what I see, what I've been through. A friend of ours is having a little trouble. A friend at the top. Hiya, Frank. This is Jimmy Hoffa. Glad to meet you. Big business and the government is on the attack. You want to be a part of this fight? A part of this history? Whatever you need me to do, I'm available. Only 3 people in the world have one of these. And only one of them is Irish. You know how strong I made you? Ah, eh ben dis donc, c'est une grosse BA. Avec des gros acteurs. Et des gros effets spéciaux. Oui, ils ont pris du poids depuis quelques années. Il ne sait pas faire l'accent On a italien. dit qu'on arrêtait l'accent. On arrête l'accent. Grosse BA. Ben avant de découvrir cette grosse BA, avant de découvrir ce qu'annonce le prochain Martin Scorsese, on va faire appel à notre gangster à nous, le computer de nos cœurs, j'ai nommé El Calculator, qui a compté les plans de cette BA. C'est moi. Buongiorno les mafiosi. Buongiorno, El Calculator. Dans The Irishman, il y a 112 plans, 2 minutes 36, soit 0,7 plans par seconde. À peine un peu plus que la moyenne, Clémence. Pourquoi Clémence? C'est marrant parce que... Je demande des comptes, hein. Je tiens à Excel. J'aurais dit plus comme ça à vue d'œil parce que c'est une grosse BA avec oui, pas mais mal de... elle est longue. Ah oui, mais... Ce qui compense. Ah oui, ok, d'accord. C'est une moyenne. Oui. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette BA J'ai galéré à compter car certains plans s'enchaînent vite. Merci de me proposer des BA plus calmes à l'avenir où je vous règle votre compte. Ok. Oh la violence, éteins-le. Vas-y, règle le compte à personne. Vas-y, tu sais quoi, on va appuyer sur ton bouton, tu vas faire quoi? T'as même pas de bras. Non. Voilà. Le gars, il a pris la confiance, quoi. Il s'est trop pris pour un mafioso. El Calculator, et ce plus reste tranquille, hein. Il y a l'humain
et à la machine. On passe à la BA de la semaine. Je lui ai mis un petit coup de sang là. On passe à la BA de la semaine. Donc, comme je disais, un grosse BA avec beaucoup d'effets spéciaux et puis surtout une tripotée d'acteurs 5 étoiles. Avant de lancer, je voudrais qu'on fasse un petit point sur le budget du film parce qu'on est quand même sur un gros niveau, étant donné que c'est le budget le plus élevé de Netflix. Toutes séries et tout film confondus. Est-ce que vous savez à combien on s'élève à peu près en budget ? 159 millions de dollars. 159 Ça a millions. dépassé. Au départ, c'était 120. C'est ça. Et il y a eu des problèmes. On a annoncé un film autour une centaine de millions de dollars et ensuite ça s'est envolé quoi. Et c'est pour ça que Netflix est revenu sur le coup. C'était Paramount à la base qui devait produire le truc et c'est Netflix qui a fait que le budget a augmenté ou c'est qu'il avait augmenté avant ? Ça avait augmenté, du coup ils ont dit nous ça nous intéresse. Est-ce que c'est parce qu'ils ont dû refaire le design de Niro comme pour Sonic ou... Je pense. Okay. Non mais sans Sonic. Je vois que ça, il y a qu'une rallonge d'effets spéciaux pour qu'il y ait genre 30 millions de dollars en plus et tout. Ça veut dire qu'il y a eu des reshoots et en tout cas il avait carte blanche Scorsese pour ce film là. Donc bonne chose d'avoir quitté la Paramount parce que Netflix lui a donné plein pouvoir. Plus ou moins. En tout cas, le film, c'est 117 lieux de tournage, 309 scènes ou séquences distinctes. C'est énorme. Voilà, avec un casting 5 étoiles et puis 3h30 de film. Bah, excusez-moi, c'est de la gnognotte à côté du Seigneur des Anneaux. Hein. Et vous voulez rater, se la péter, Martine. Place ça là, mais en mode dans violent. Le tapis, quoi. Les pieds dans le plat. Cela ne se compare pas, à mon avis. Alors, la BA de la semaine, elle s'ouvre sur une petite note du piano qui est Fa bémol, ouais. Un Fa bémol. Très beau. Classique. Très beau Fa bémol. Ouais, et qui ouvre, l'image s'ouvre sur un enterrement. Donc, on dirait un film de Zack Snyder. Tu sais, tous les films de Zack Snyder, ils commencent par un enterrement. Oui, c'est vrai. Peut-être une inspiration. Et quelqu'un dit It's over, they are gone. Ouais, je vous le fais en anglais. Mais en gros, ça veut dire c'est terminé, hein, ils sont tous partis. Et on découvre De Niro, hein, notre vieux De Niro, là pour le coup, qui regarde une femme parmi les personnes présentes. Qui est cette femme ? Je pense que c'est sa fille. Qui est mort ? Ah, moi je sais. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts, c'est dit au début. Ouais. Mais lui, il est vivant. Qui est mort ? Tous. Et en tout cas, ça a l'air d'être une grosse famille qui a perdu quelqu'un de cher, mais dans la famille se tiennent 2 agents. FBI, police, je ne sais pas, j'ai pas su reconnaître la plaque, mais en tout cas 2 agents qui prennent à partie de Niro et qui essayent d'en savoir un peu plus. Franck, le moment est venu. Raconte-nous ce qui s'est passé. Ah, il n'y a pas de Franck, il y a Clément, Clémence, Kevin et Marion. Non, c'est ce que disent les agents. On apprend donc que De Niro s'appelle Franck. Tout à fait. Frank Sheeran. Frank Sheeran, qui n'a aucun lien de parenté avec Ed. Hein. Que l'on croit. Nothing. Donc Franck, qui est là, qui est assis, est pris à partie par ces gens-là. Donc apparemment, je pense que le film, comme la bande-annonce, part en flashback. Oui, ça m'étonnerait pas que ça commence par cette scène. Ouais. C'est là où on va tout de suite après le premier panneau qui indique qu'on est face au plus beau Scorsese depuis des années, selon SoFilm. En même temps, ça fait des années qu'il n'a pas fait de film. Ça fait... pas tant que ça. 3 ans. Ça fait plusieurs années. Oui, c'est vrai. Plus de 2, c'est plus. Ouais, mais ça se tient, sachant qu'il était en grosse préparation de ce film-là. Et que... C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait des dizaines d'années, dizaines d'années qu'il essaye de porter le truc. Parce que, on le sait que le film parle d'un sujet... qui a marqué les États-Unis. Bon, nous, on en est loin, hein. En France, on n'est pas trop au courant de ce qui se passe, mais en tout cas, les personnages qu'on voit dans le film sont des personnages qui existent, qui ont existé du moins. Donc après ce panneau, hein, SoFilm, le plus beau Scorsese depuis des années, transition sur un nouveau décor, donc retour dans le temps, on le voit hein, notamment grâce aux bagnoles qu'il y a garées dans la rue, hein. C'est pas des Peugeot 806, non, ce sont de bonnes vieilles bagnoles. On est face là à la façade du restaurant Villa di Roma. Roma, quelque chose maintenant. Villa di Roma. Villa di Roma. Alors qu'elles sont délicieuses. Ouais, très bonne. Et qui rencontre De Niro, qui est jeune en plus à ce moment-là. On va revenir sur les VFX après le coup, mais qui rencontre à ce moment-là Joe Pesci. Et ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, le Joe Pesci. Ouais, ça faisait depuis 2006 et depuis le film dont je viens d'oublier le titre. Maman, j'ai raté l'avion. L'arme fatale 4. Donc Joe Pesci qui n'avait plus tourné depuis Raison d'État en 2006. Ah oui, qui exact. je crois était réalisé par De Niro. Tout si à je dis pas fait. de bêtises. Tout à fait. Et donc ce n'est pas le monsieur brun avec des lunettes et un grand nez, mais c'est celui qui parle avec les petites voix comme ça. Et qui apparemment aurait refusé plusieurs fois le rôle avant de céder sous pas loin l'insistance. de 50 fois. Ouais.
C'est quand même dingue de dire non à Scorsese alors qu'il a tourné dans plein de ses films. Mais je crois qu'en fait, il avait arrêté de jouer tout simplement. Ouais, il était à la retraite. Oui, je pense que de toute façon, ça se voit quand on voit quand on voit sans les effets spéciaux. Il a quand s'était même peut-être reconverti. Vous vous êtes renseigné sur Joe ou... Oui, alors il a fait du jardinage chez lui, et du coup, et ça rentrait en plein en conflit avec son cours de poterie aussi. Je croyais que t'étais sérieuse. Je m'attendais à une vraie anecdote. Non, pas du tout. Je suis navrée. Moi, mon truc, c'est les plantes, ok. C'est une formation poterie de. Je suis devenu paysagiste. Je cultive des plantes, ensuite je construis les pots pour les mettre dedans. Voilà, c'est ma nouvelle vie. Me parlez pas d'un film. Mais Martine, je te dis d'arrêter. Joe Potry. Oh, Joe Potry. Joe Potry. Eh ben Joe Potry, il joue Russell Bufalino. Voilà, ça vous dit rien, mais il joue Russell Bufalino dans le film. Mais ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de voir De Niro et Pesci. L'autre, je sais pas qui c'est, mais je pense que c'est son vrai âge, qui ont vachement rajeuni. Oui. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause là sur cet effet là qu'on voit en plus de plus en plus au cinéma? Oui, le rajeunissement des acteurs qui sont vieux. Donc, ce qu'on a pu voir notamment dernièrement dans les. Ça a surtout commencé avec Benjamin Button en fait, non? Oui, c'est un des premiers à le faire avec Brad Pitt et Kate Blanchett. Et je crois que la technologie a pas mal évolué depuis. En tout cas, là pour le film, je sais que c'est Industrial Light and Magic, donc une très très grosse boîte d'effets spéciaux qui a travaillé sur des centaines de films, qui s'occupe du rajeunissement de ces personnes-là, parce que De Niro, il a 76 ans, Joe Pesci il doit être pas loin à mon avis aussi, un truc comme ça. Il est pas plus vieux, Joe Pesci. Il a l'air plus vieux. Et puis Pacino aussi, qu'on va voir plus tard dans la BA, lui aussi sera rajeuni. Alors Pacino, je trouve que putain, lui pour le coup, il a plutôt bien vieilli, parce que je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça avec la version rajeunie. Oui, on est d'accord. Il a toujours eu l'air vieux aussi. Et qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce rajeunissement? Est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous êtes convaincu par cet effet-là? Moi personnellement, je trouve ça assez bluffant. Alors je pense que je suis la seule autour de la table, mais j'ai peut-être pas suffisamment observé la BA, mais honnêtement, je suis assez impressionnée. J'y ai cru tout de suite et il y a rien qui me choque. En tout cas là, à première vue, rien ne me choque. Après, peut-être que pendant le film, ça changera, mais. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où je trouve que c'est effectivement impressionnant parce que ça a l'air crédible. C'est-à-dire que ça a l'air d'être de vrais êtres humains, ce qui est un peu moins le cas, par exemple, dans Rogue One ou Marvel. Ou Marvel. J'ai oublié le nom de l'acteur dans Star Wars, ça m'énerve. Néanmoins, il y a quand même une sorte d'effet de vallée dérangeante, je trouve, où tu as quand même la sensation que ce n'est pas vrai et ça crée, je sais pas, moi, ça me. Il y a une espèce d'étrangeté. Enfin, je suis un peu dérangé quand même. Ça dépend des plans, je trouve. Moi, ce qui me perturbe, c'est pas que ça fait une vallée dérangeante, c'est que j'ai l'impression de pas les reconnaître tels qu'ils étaient jeunes, parce qu'en plus, on les a beaucoup vus dans plein de films depuis jeunes. Je reconnais pas mon Robert. Non mais oui, non, mais je ne comprends pas. Bah, ils sont la partis, corpulence et tout. ils sont partis du visage d'aujourd'hui, donc c'est sûr qu'ils retrouveront jamais, comment dire, leur jeunesse d'antan à l'image. Mais moi, ce qui me fait rire en même temps, c'est que s'ils ont la gueule jeune mais le corps vieux, en fait, ça va être marrant s'il y a des scènes d'action, quoi. Il va se passer quoi? On verra des mecs à courir. Non, mais en tout cas, c'est une belle pub pour FaceTime. Hein. Non. FaceTime, c'est quand tu t'appelles en visio sur oui, l'iPhone. C'est quoi? J'ai oublié. FaceApp, je crois. FaceApp. Oui, c'est ça, oui. Face le truc espionné par la Russie. Excusez-moi, chers auditeurs, je suis mal renseigné. Mais c'est vrai que c'était un peu à la mode. En tout cas, c'était l'intention même de Scorsese, de partir sur cette technologie-là. Il l'avait testé notamment avec ses acteurs, De Niro et Joe Pesci, qui avaient reproduit une scène des Affranchis. Mais cela dit, ça me choque pas parce qu'au final, même si on les reconnaît pas trop, comme un acteur, il va un peu se travestir pour un rôle. Il a jamais vraiment la même tête un peu partout. C'est pas la même personne en soi, c'est pas le même personnage. Donc, honnêtement, j'adhère quoi. On revient à la BA, donc on verra ce que ça donne les FX, mais on revient à la BA. Et donc Bufalino, si vous vous souvenez qui c'est Joe Pesci. C'est le petit frère de Bufala, c'est ça? Et de Borsalino. C'est la famille, c'est Bufalino, c'est mon petit cousin. Donc Bufalino, donc, le gars aux lunettes qu'on connaît pas, c'est le cousin de Bufalino, et il présente Frank Sheeran, De Niro, à Joe Pesci. Donc Joe Pesci, il a l'air de peser dans le game, ça a l'air d'être un baron, un mec qui traîne dans des bails sombres, quoi. Et la BA, là, à partir du moment-là, s'enchaîne, à partir de cette rencontre-là, et on nous annonce par les images, on va dire épileptiques, qui passent là tout de suite après, qu'il va y avoir du mafioso. Ça va charcler. Mais du coup, c'est casting full Scorsese avec Kettel en plus. C'est ça. On retrouve la famille Scorsese, on retrouve De Niro, on retrouve Pesci, on retrouve Harvey Keitel, avec qui il a beaucoup travaillé. Je crois que De Niro, c'est la 9e fois qu'ils travaillent ensemble. Et ça, je savais pas. Je savais pas que Harvey Keitel était si présent. Harvey Keitel, c'était le premier avec qui il a travaillé, notamment dans Mean Street. Dans Mean Street, ouais. Mais en tout cas, ce qui est surprenant, c'est que c'est la première fois
qu'il travaille avec Al Pacino. Ouais. C'est étonnant. Et ça, je hein. ne savais pas non plus. Je pensais qu'ils savaient déjà bosser ensemble. C'est tellement évident que en fait, c'était jamais arrivé. Bah ouais. Donc on va essayer de se faire une histoire un peu avec déjà tout ce qu'on a vu là. On a Joe Pesci, Harvey Keitel, De Niro qui se retrouvent. Qui sont-ils? C'est l'histoire d'une soirée au restaurant. Qui a mal tourné. Voilà. Ils voulaient juste une pizza. Ils ont pris la réservation, ils l'ont eu, ils sont arrivés à l'heure, tout va bien. Présentation, voilà. Peut-être que la suite de la BA va vous aider peut-être à faire une histoire parce qu'on va parce encore... que là... non, mais parce qu'on va encore plus loin dans le flashback après le panneau numéro 2 qui indique que c'est un chef-d'œuvre selon Lobbs. Voilà. Donc après ce petit panneau de chef-d'œuvre Lobbs, on est sur un autre flashback où on voit De Niro au volant d'un camion. Il a l'air d'être livreur. De viande. Il est le routier, non? Mais il a de la viandasse dans l'arrière du camion. Il a de la barbac dans le... Bah tu peux être routier avec de la viandasse dans le camion. Bah pour moi routier c'est des 15 tonnes quoi, c'est pas des petits camions. Ouais, je comprends. Donc c'était un petit employé. Un petit employé mais qui a fini à la table des grands parrains. Qui sont ces gens Au moins des caïds au minimum. Et puis Harvey Keitel semble être décisionnaire dans l'arrivée de Niro. Il faut l'aval de Keitel, donc Keitel doit être certainement au-dessus. En mode... Enfin, oui, parce qu'il a des lunettes. C'est un code de la mafia qui est très connu. C'est le cerveau. Par contre, quelqu'un a remarqué Keitel jeune? Parce que j'ai pas cru voir son visage rajeuni. Non, parce qu'il était déjà vieux quand ils étaient jeunes. Dans le flashback où ils sont middle age. Donc lui, sur la ligne temporelle, il est vieux, puis il est mort. Ouais. Voilà, c'est ça. Malheureusement, mais ce sont des personnages qui ont existé. Je vous invite à vous renseigner sur l'histoire si vous voulez. Et là, on a un plan sur un coffre de bagnole. Parce que il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Hein. S'il a été engagé, le De Niro, c'est pas pour rien. Et ça me fait un peu penser, moi, aux Affranchis. Le rôle de Ray Liotta. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on lui demande du coup? Parce qu'on voit dans le coffre qu'il y a du carburant, enfin je crois que c'est de l'essence, de la dynamite, il y a des détonateurs. Ouais. Il doit faire sauter des voitures sur un parking. C'est ce qu'il va D'une faire. compagnie de taxi, j'ai l'impression. Oui, des taxis, ouais. Il va faire sauter une vingtaine de taxis dans un parking. Et ça me fait penser aux Affranchis parce que c'est ce que fait Ray Liotta quand il est tout jeune et qu'il est engagé par les gangsters dans le film de Scorsese. Donc on commence comme ça, apparemment, dans les films de Scorsese, avant de buter des gens. Les génocides de taxi. On pète de la On bagnole. sent qu'il y a quand même de la rancœur envers les taxis de chez Scorsese, c'est un thème. Et là, le vol, il monte très vite parce que tout de suite après, un petit plan dans la BA où on voit De Niro qui se balade dans la rue. Il bute quelqu'un. Boum. Et puis il explose la tête d'un mec. Non mais la violence de la scène c'est génial. Moi je trouve où il arrive super vite, il met le gun quasiment à bout portant, paf, c'est génial. Alors est-ce qu'à votre avis le film va être violent? Oui. Non mais oui, question n'est pas idiote. Je pense que à votre avis quel dosage de violence graphique dans ce 50%. film de mafia? Ça va être du Scorsese, ça va charcler. Ça reste Scorsese, donc je pense que ce sera élégamment fait. C'est pas du gore pour du gore, mais oui, ça risque d'être sanglant. Je sais pas, parce qu'il y a un des plans très rapides où il y a un gars qui se prend une giclée de sang dans la gueule. Et Le Monde a une manière très belle de décrire justement cette violence. Ils disent que c'est une apothéose de poudre, de chair et de sang. Waouh. Et c'est le panneau numéro 3 dans cette J'ai même pas BA. fait exprès, c'était une transition trop. Ouais. Quel talent. C'est le panneau numéro 3. Hein. La BA est pas mal agrémentée de panneaux avec des critiques. On n'a pas eu souvent ça depuis le début. Je crois pas autant pas en tout tant cas. que ça. Ouais. Là, pour le coup, vraiment, ça envoie. Et du coup, comment ils font les journalistes pour voir un film en avance quand il sort pas en salle et qu'il est sur Netflix? Ils ont dû faire une projo presse. Ils t'envoient un screener. Eux, ils le voient en salle du coup. Il t'envoie un DVD. Je suis pas sûr. Bah Netflix a peut-être un studio de projection. Non, mais tu peux recevoir chez toi. Hein, ouais, mais j'arrive pas à m'imaginer du coup concrètement dans quel contexte. Il t'envoie un lien ou un DVD. Ouais, tu envoies des liens en fait, comme sur OCS ou Netflix, ce genre de choses là, ils t'envoient un lien en gros privé. C'est ce qui est fait pour les séries en général. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle un screener. On a un ami qui travaille dans ce milieu et reçoit des liens. Oui. N'est-ce pas? Mais peut-être que, enfin, je rebondis sur ce que tu disais sur le fait qu'il y ait autant de panneaux qui fassent l'apologie critique entre guillemets du film. C'est peut-être justement pour servir le fait qu'il soit pas en salle et que du coup ça nécessite de faire un peu plus la lumière sur le film. Ouais, et puis c'est pour dire que c'est un film quali, quoi. C'est qualitatif. Après, c'est de toute aussi façon, pour Scorsese et le casting, c'est quali. C'est aussi fait pour emphatiser le fait que c'est Scorsese qui l'a fait, à mon avis. Regardez, c'est Scorsese. Mais comme tu dis, c'est sur Netflix, mais ça reste Scorsese, donc c'est du gros cinéma, quoi. Ouais. Ouais, et puis c'est du gros budget pour Netflix, donc il faut aussi qu'ils mettent toutes les chances de leur côté dans la bande-annonce pour rentable. Enfin, et puis peut-être aussi parce que son dernier c'était Silence et que ça avait rien à voir et que là ils tiennent à mettre l'accent sur le retour aux sources ce qu'on connaît de Scorsese. Le retour aux sources des films de gangsters, et puis on découvre dans la bande-annonce après ce panneau-là
que un changement de décor. Encore, on va changer beaucoup de décors parce que de toute façon le film a été tourné dans une centaine de décors, donc la bande-annonce en présente aussi beaucoup. Mais vite tu compteras les décors et le calculateur la prochaine fois. Non. Qui l'a allumé? Petite vie. Il est toujours allumé, il se rallume toujours. Il n'est jamais vraiment éteint. Je crois qu'il se met en veille. Il est en veille, ouais. Il n'est jamais éteint, vraiment. Il est toujours là, en train de planer. Changement de décor et puis vie de famille, parce qu'on a De Niro qui lit son journal. Hein, il a l'air déjà d'avoir fait des choses sales. Il lit la Provence, d'ailleurs, ça m'a surpris. Et une petite fille en face de lui prend son petit déj. Est-ce que c'est sa fille selon vous? Je pense, il prend pas. Oui. Si c'est sa fille, elle ressemble pas à Anna Paquin. Hein. Ouais, mais c'est sa fille, c'est pas Polanski le gars. Ils ont pas mis le Paquin sur le casting. Il en a pas qu'une, c'est plutôt ça que tu veux dire. Oh, il en a pas qu'une. Oh là là. Oui, il en a pas qu'une, effectivement. Dans la bande-annonce, on en voit au moins 2. Je pense qu'il y a plusieurs enfants. Bon, on voit des domestiques aussi. Oui, c'est pas la même à qui il parle en premier en témoignant. Et... Oui, mais du coup, celle à qui il parle, c'est sa fille. Ça a l'air. Il est dit, je sais que j'ai pas été un bon père, alors. Oui, mais ça pourrait être sa femme. Ah, mais elle est trop jeune. Ah oui, c'est vrai. C'est compliqué, c'est en tout cas, moi je vois des domestiques derrière, donc il est pas dans la misère. Ouais, il se met bien. Et sa fille, clairement, elle le juge. Elle le juge. Le regard de l'enfant, le regard de la vérité. Ah, t'as vu des domestiques? Tu vois, j'ai pas fait gaffe. J'ai cru qu'il était dans un dîner avec des serveurs derrière moi. Mais j'ai peut-être mal regardé. Hein. J'ai pas fait gaffe. Chez lui. Non, c'est à la maison, c'est une cuisine clairement. Il y a un bol de cornflakes. J'ai pas vu quoi. Mais c'est vrai que, comme tu disais, Marion, il y a sa fille qui est, en gros, je sais pas si elle appelle un peu son père en mode tu ne me regardes plus, maintenant t'as un nouveau boulot, voilà, je termine même pas mes céréales, tu t'en fous. Enfin, en tout cas, c'est ce que la voix off dit. Je pense que c'est De Niro qui parle. Je sais qu'on raconte beaucoup de choses à mon sujet. Sache que je suis désolé. C'est beau. Et pas innocent. Oui. Ce qui aurait été la bonne réponse. J'essayais juste de vous protéger, je n'ai pas été un bon père, j'en suis conscient, ça c'est dans le futur. Enfin, je veux dire, c'est dans le futur par rapport. On est en train de se perdre. On s'est perdu Blade dans Runner la 2049. Il y a plusieurs timelines. Non, parce que la petite fille. Je sais pas s'il parle avec une meuf là, mais c'est la même qu'on voit, je crois, à l'enterrement. Mais c'est pas sa fille future. Hein? C'est sa future petite fille dans le présent. Mais bon, ok, c'est bon, on peut se faire un film en mode retour vers le futur. C'est sa famille, est-ce qu'il la regarde avec insistance au moment de l'enterrement. Mais on la voit plus après, il est vrai. Mais ça veut dire qu'il y a la petite fille qui est une actrice jeune. Ensuite, on a Anna Paquin qui est Malicia dans X-Men et tout, qui a l'air aussi d'être sa fille parce que de toute façon c'est marqué sur le. Pour moi, c'est la petite brune. Casting. Et ça veut dire qu'après, encore plus tard, il change d'actrice pour qu'elle soit plus vieille. Moi, je pense que sa fille est allée dans le Tipeee temporel de Parasite. Ah, mais voilà. Pour faire de l'auto-référence. On rappelle le Tipeee temporel, si vous voulez comprendre ce que dit Clémence, il faut se rendre à notre épisode de Parasite. Le combien? C'était le 6. Ouais, j'aurais dit c'était l'épisode 6. Oui, je crois. La question piège. Parasite. On a un plan sur des gangsters qui sont en caisse et puis toi qui parlais de violence, Clémence, là si on y est, il y a un mec qui se fait étrangler violemment côté passager. Oui. Voilà, ils sont pas en train de lui remettre le col ou quoi que ce soit. Ah, d'accord. Pas de bienveillance à ce moment-là, c'est la mort au bout du rouleau. Au bout du fil. Au bout du tunnel. Au bout du fil. Au bout de la corde. On a l'introduction à ce moment-là d'un personnage qui va faire en sorte que le film va prendre un autre sens. Qui est-il? C'est Al Pacino et il joue Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa. Bravo. Alors je sais pas vous, mais moi Jimmy Hoffa c'est un nom qui me parle, c'est un nom que j'ai déjà entendu. Donc après je me suis renseigné, je vais essayer de pas en dire plus parce que ça va spoiler le film. Mais juste pour faire une petite brève, on va continuer à se faire des films, mais il faut savoir que le film est inspiré d'un livre. Un livre qui s'appelle I Heard You Paint Houses. Il paraît que vous repeignez des maisons. Ouais. Très bon titre. C'est un livre portugais. Un livre de mafia. Et ben si, c'est un rapport Clémence, parce que c'est une manière de dire. Il paraît que vous repeignez les maisons, c'est pour dire, il paraît que vous explosez des têtes et que ça repart des maisons. Que vous êtes dans le milieu. Et c'est pour ça que Roberta Derido intervient. Voilà. C'est après. J'avais pas compris, mais je pensais qu'il lui avait dit ça parce que le mec repeignait des maisons. Non, c'est un code. C'est un code entre eux en fait. Et c'est justement ce que dira Jimmy Hoffa. Après ça, c'est une légende, mais c'est ce que dira Jimmy Hoffa à Frank Sheeran avant de l'engager en fait. Donc c'est clair qu'il va pas l'engager pour distribuer le courrier. Il va l'engager plus pour distribuer des balles dans la tête des gens. Et surtout l'engager pour être son garde du corps. Ouais. Garde du corps, car Jimmy Hoffa
vous savez un peu qui c'est, vite fait, comme ça? Alors c'était, parce qu'on n'en a pas parlé, tout ça se passe au sein d'un syndicat de routiers dont je viens d'oublier le nom à l'instant. The Teamsters. The Teamsters. Et Jimmy Hoffa était à la tête du syndicat routier, et c'était un syndicat qui baignait dans des affaires de mafia, et du coup je pense qu'il avait des petits problèmes mafieux, Jimmy Hoffa, et il avait besoin de protection. Voilà, il y a eu pas mal d'histoires de blanchiment d'argent, de corruption, tout ce qu'un mafia plus ou moins fait. Hein, le Balkany de l'époque. Oui. Ah, attention à ce que tu dis. Pardon. Fais gaffe. Donc voilà, oui, en gros, sans trop s'étendre, c'est cette histoire-là. Et à partir de ce moment-là, cette rencontre-là va changer la vie de Frank Sheeran. Et puis je pense que tout va tourner autour de ce certain Jimmy Hoffa qui aujourd'hui n'est plus. Toutes ces personnes-là, donc Frank Sheeran, Jimmy Hoffa, Bufalino, vont être mêlées à des histoires politiques qui ont marqué d'une pierre noire l'histoire des États-Unis. Et qui sont allés très loin. C'est allé très loin. Si je dis ça, c'est parce qu'à ce moment-là, on a le contexte social qui est montré dans la BA. Qui me fait un peu on sur voit le président social. Kennedy. Oui, il y a des images d'archives en fait de l'assassinat de Kennedy, de ses discours et tout ça. Même pas vraiment son assassinat, on voit pas son assassinat. Ah ouais, mais c'est le jour de son assassinat parce qu'ils sont dans la voiture. Elle est pas en rose. Elle était en rose elle quand il a été tué. Elle est pas en rose dans la on voit BA. une image d'elle exfiltrée en rapidité. Après ça va très vite. Après moi il m'a semblé que ça ressemblait aussi à l'assassinat de Robert Kennedy qui était pas longtemps après. Au moment où il s'est fait élire. En fait, il faut savoir que Jimmy Hoffa était dans le collimateur des deux Kennedy. C'était une période d'élection. Ça veut dire que c'était un pote à Jimmy Hoffa qui avait tué. Ah là, tu JFK? t'emportes, ma petite. Je sais pas. On ne le sait toujours pas. On a résolu l'affaire. Moi, je me fais pas des films sur les bandes annonces, je me fais des films sur l'histoire américaine. Alors, il faut voir JFK, pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, on est, en pleine politique. Les Kennedy qui sont là, qui sont bien présents, mais du coup, ce serait quoi le lien entre Hoffa et les Kennedy C'est ce que je te disais, c'est qu'il était tellement impliqué dans des affaires de corruption, de blanchiment de trucs et tout, que l'administration Kennedy avait fait une priorité du fait de le mettre derrière les barreaux, Jimmy Hoffa. Et donc après, on verra ce qui se passe dans le film, quoi. Puis après, même s'il est président d'un syndicat, les syndicats, c'est jamais trop les potes de l'État, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça, c'est qu'il était aussi très, très vénère contre le gouvernement. Les gilets jaunes de l'époque. Oui, donc peut-être qu'il a mis le doigt sur un truc qui pouvait gêner en tout cas l'administration Kennedy à l'époque, parce qu'on le voit faire un meeting à un moment dans la bande-annonce, donc peut-être qu'il était gênant aussi, parce que l'administration Kennedy n'était peut-être pas toute blanche non plus. Exactement. Et puis être président du syndicat des routiers des States, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, c'est quand même eux qui permettent que le pays Il y en a des vive, routes. quoi. Et petite anecdote, il y avait déjà eu un film sur Jimmy Hoffa réalisé par Danny DeVito en 92 et interprété par Nicholson. Et qui est pas mal. Par Nicholson, ok. Et qui est pas mal du tout. Ça s'appelait comment? Hoffa, je crois. C'est ça, tout simplement. On a dans la bande-annonce ensuite des petites phases d'action, hein, comme dans toute bande-annonce qui se respecte. On a une voiture mitraillée, on a le tribunal, alors à mon avis il va y avoir des procès, on a des plans de Détroit, donc il y a des choses qui se trament. Et on a Bob, je l'appelle Bob, hein, c'est Robert, hein, le Bob, millionnaire de mais il te permet, c'est comme c'est mon frère, c'est la famille. Qui se débarrasse d'une arme, et puis la voix off qui s'enclenche et qui dit tu veux en faire partie, Franck, faire partie de l'histoire, hein? Et l'autre, Bob, là, il répond quoi qu'il vous faille, je suis là. Alors, très belle utilisation. Oui, très joli. Très joli, subjonctif. Belle conjugaison, on aime ça. Du fric dans un coffre. Bref, on est sur vraiment tout ce qui est commun à toute bonne histoire de mafioso. En plus, chez Scorsese. Donc, un bon retour aux sources jusqu'à présent. Le panneau 4 nous indique que c'est un bouleversant requiem mafieux de Martin Scorsese. Là, le panneau pompeux. Selon Première, mais Première, calmez-vous, hein. Donc voilà, Requiem mafieux de Martin Scorsese. Et ben on a hâte de voir ça. Pourquoi Requiem, il va pas mourir, pas tout de suite. La mafia, oui. Oh non. Ça, on verra. Et là, on a l'introduction, Marion, toi tu en parlais tout à l'heure, des chevalières. Oui, très important. Alors, il nous montre que il y a 3 personnes qui ont une chevalière et dont un Irlandais. L'Irlandais, je présume que c'est Sheeran. Ça me fait toujours bizarre que De Niro soit utilisé en mafieux irlandais souvent, quoi. Alors qu'il s'appelle De Niro, le mec, quand même. Dans Les Affranchis, il fait pas un italien aussi, il fait un Irlandais. Donc, le gars est irlandais? The Irishman, il s'appelle pas comme ça parce qu'il est italien. Pourquoi on a fait une intro en mode italien, du coup? Parce que c'est la mafia. C'est Scorsese. C'est la famille. C'est le cliché. Mais d'ailleurs, dans Les Infiltrés, c'est pas une mafia irlandaise aussi? Si, absolument, à Boston. Mais c'est, je crois que c'est une thématique du cinéma
de Scorsese, tout ce qui est immigré italien, irlandais, tous ceux qui ont Gangs of New York, c'est clairement ça. Hein, c'est complètement ça, oui. Non, c'est les Irlandais contre les. C'est ceux qui s'appellent les natifs, en fait, qui sont pas du tout les natifs d'ailleurs, qui sont les colons. C'est les Wasps contre les Irlandais. Mais les Irlandais qui arrivent après la crise de la pomme de terre. Et c'est dans ces films-là qu'il basait peut-être la puissance de son art. En tout cas, c'est ce que semble dire le New York Times à propos de ce film, parce que c'est le panneau numéro 5. On ressent la puissance de l'art. Vous n'avez plus de magazine français, ils sont divisés aux États-Unis. Ils ont attendu 2019 pour ressentir la puissance de l'art, quoi. C'est fort quand même. Voilà, et on en parlait de Kennedy, et effectivement, Kennedy se fait tirer dessus déjà dans la bande-annonce. Hein. Donc, spoiler alert, he's dead. Voilà. Il meurt. Oui. Oh non. Mais c'est qui le président maintenant? Ah bah c'est Trump. Mais ça a été Nixon juste après. Tout de suite après Kennedy, c'est Trump. Normal. Trump. Le panneau 6 nous annonce que De Niro est monumental selon les Rolling Stones. Donc voilà, je sais pas qui des Rolling Stones. C'est Keith Richards, il l'avait. Franchement, c'est extraordinaire. Robert De Niro is monumental. On voit des petites phases où y a De Niro qui dit personne ne menace Hoffa. Hein. Il est en mode garde du corps. D'ailleurs, c'est une des affiches à ce moment-là où il le protège. Oui, il le protège et tout. Le panneau numéro 7, Pacino est extraordinaire, hein, selon Variety. Oui. Voilà. En fait, tous les acteurs sont bons en fait dans le film. J'ai l'impression. Tout le monde joue bien, c'est super. Et comment tu fais une échelle entre monumental, extraordinaire Attends, ça arrive. Attention aux rivalités. Attends, parce qu'après, il y a Joe Pesci. Il y a le coup de girofle sur le gâteau après. Tu vois. Ah oui, et ensuite, le panneau 8 dit Pesci, bof. Et t'imagines, c'est génial. Non, le panneau 8, évidemment. C'est incroyable ce panneau-là. Pesci, une révélation. Non, mais genre, les on gars, le sait depuis longtemps, ils sont ouf les gens. Putain, mais je sais pas, on dirait que c'est genre un premier rôle. Mais est-ce qu'il a eu un Oscar, Joe Pesci? Bien sûr, second rôle dans Les Affranchis. Oui, mais pas pour premier rôle. Non, il a toujours été. Mais il a rarement fait de premier rôle, je crois même pas fait d'ailleurs. Et puis là, de toute façon, il pourrait pas l'avoir. Son rôle le plus central, c'était dans Maman, j'ai raté l'avion, en fait. Mais tu sais moi je le trouve merveilleux dans Maman, j'ai raté l'avion. Il est parfait. J'adore ce personnage, il est trop drôle. Et bah, c'est une révélation. Il joue l'avion, c'est ça? J'ai pas vu moi. Selon le New York Times. Il joue Harry. Le New York Times affirme que Pesci est une révélation. Mais je voulais revenir sur l'histoire même, parce que là on commence à partir un peu en mode parano, hein, de ce que j'ai compris. Il commence à y avoir des doutes concernant le Hoffa. Donc le Hoffa, je sais pas ce que vous en pensez à ce moment-là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, vous, selon l'histoire que vous pouvez vous en faire? Bah apparemment dans la bande-annonce il dit qu'il a en tout cas de quoi les faire tomber, en tout cas c'est ce qu'il laisse entendre. Ouais. Alors soit des enregistrements, soit des comptes rendus, des trucs, enfin il a de quoi les faire les envoyer à l'ombre. Donc mais en fait, est-ce que c'est pas parce que justement il est en difficulté lui-même? C'est toujours comme ça en fait, c'est quand le gars est en difficulté, qu'il est mis en prison ou quoi, et dans ce moment-là il balance. Ouais, mais il aurait pas de raison de les balancer pour rien. Moi je crois surtout que la mafia va demander des comptes à Hoffa, et Hoffa va leur dire non, je vais pas vous faire ce que vous voulez, moi je peux vous faire tomber si je veux, ce qui va créer des tensions, et après ouais. Tout ça c'est une question de thunes. Bah, bien sûr. Il faut savoir, quand tu connais l'histoire d'Hoffa, c'est qu'il a été envoyé en prison, hein, pas très longtemps, je crois, juste 2 ans, et qu'il a été remis quand Nixon était à la présidence. Il a été gracié par Nixon et qu'il a dû se tenir à carreau. Donc c'est peut-être à ce moment-là du coup qu'ils ont vu d'un mauvais œil De Niro et compagnie. Ils avaient peur qu'il balance. Peut-être. Voilà, je pense qu'ils avaient peur qu'il balance toutes les magouilles qui avaient été faites jusque-là, ou même qu'il trouve plus vraiment sa place lui dans ce système-là. Mais d'ailleurs par rapport à ce que tu dis, c'était peut-être ça son moyen de se faire gracier, en tout cas de sauver sa peau. Peut-être que l'État lui a simplement demandé de balancer ses liens avec la mafia et ce qu'il savait pour que lui justement soit gracié et soit pas inquiété, quoi. C'est un truc du genre, je pense. Hey. Et le panneau 9. Hein, je vous laisse deviner ce que c'est. Ça fait beaucoup de panneaux quand même. C'est le 9 octobre, comme d'habitude. 9 octobre. 9 panneaux, hein, pour terminer un peu les éloges autour du film. C'est encore les Rolling Stones, hein, qui s'amusent. Ouais, mais là c'est le batteur. Le batteur il est très cinéphile aussi, hein, c'est pas connu mais... Qui a mis 5 étoiles. Donc les 5 étoiles, elles apparaissent en fondu, vraiment pour annoncer qu'il y a 5 étoiles avant qu'on dise que c'est le film événement de l'année. Ok. Donc voilà, on a des derniers plans de la bande-annonce sur Hoffa qui sort de chez lui. Alors là, on va parler un peu de cette scène vite fait. Oui. Qui sort de chez lui. Et dans cette voiture, il y a 2 gars à l'avant, dont Jesse Plemons. Oui, qui joue tout le temps des gangsters, putain, mais ça lui colle au derrière. Celui qui est dans Breaking Bad, oui, c'est El Camino. Oui. Et qui était aussi... Attends, dans quoi d'autre? Il est dans la série Fargo saison 2 aussi. Dans Black Mirror ouais, saison... Il fait tout le temps des enfoirés. Dans Black Mirror, ouais. Alors qu'il a l'air tout gentil. Il fait des rôles d'enfoirés, ouais. Il est roux. Et derrière se trouve De Niro. Comme Ed Sheeran. Donc il y a Jimmy Hoffa qui sort pas ses poubelles, mais qui se dirigeait, je crois, qui se dirige vers sa bagnole. Et De Niro, la voiture arrive et interpelle Jimmy Hoffa. Et il doit y avoir un dialogue qu'on n'a pas dans la bande-annonce, mais en tout cas, il y a
Jimmy Hoffa qui va dire « Je sais ce que tu ressens, Franck. Crois-moi, je le sais bien. » Ouais, mais ça, c'est pas une voix off par-dessus Parce que pour moi, il y a cette phrase-là qui a l'air d'être en voix off, et après, il y a plutôt un gars dans la voiture qui dit à Jimmy « On te ramène ta voiture, je sais pas quoi. » Mais je trouve que cette scène est très ambiguë, elle peut aller dans plein de sens différents. Je l'ai pas trop Moi, compris, j'ai l'impression que De Niro, il a l'air un peu genre au courant de ce qui va lui arriver, résigné quoi, et que Pacino le regarde avec un air un peu triste en fait. Oui, mais justement, je trouve que c'est typiquement le genre de scène. Tu sens que t'es à un point de non-retour Jésus et Judas, entre les persos. Voilà, ils se sont mis d'accord, ça va se passer comme ça et voilà quoi. Ah, vous le sentez comme ça, ouais. Ah ouais, ça m'a fait un genre, peu il faut ça. Que ça se passe comme... Moi, j'ai l'impression qu'il va se faire Non, mais tu sais, c'est une surprendre. espèce de regard de... Au fond, on est attachés l'un l'autre, mais on sait bien que ce soir, un seul de C'est vrai nous qu'il y a sera un vivant. côté résigné dans le regard de Pacino, mais ça parce que c'est un grand acteur. Parce qu'on lui dit de monter, en gros, on lui dit monte dans la et voiture. Parce que Pacino adore travailler ses regards et ses mimiques en amont. Vraiment beaucoup, et ça lui a joué des tours déjà sur plusieurs tournages. Il aime bien vraiment être j'avais déjà lu ça, je sais plus sur quel film, où il répète devant le miroir les mimiques et les moindres mouvements de tête qu'il va faire avant de jouer quoi. Il faut qu'il apprenne beaucoup de Gérard Depardieu qui lui est très dans l'improvisation alcoolisée. Et donc De Niro semble dire à Hoffa à ce moment-là, monte dans la voiture quoi. Il va se passer ce qui va se passer, mais monte. Ah, toi tu comprends ça? Moi ce que je comprends, c'est est-ce que ce serait pas là le one last ride pour Hoffa? Parce que moi j'ai l'impression qu'en fait il va se tirer sans Al Pacino. Et il rentre assez que De Niro s'en va avec la voiture et que Al Pacino revient pas, ne compte pas monter à aucun moment dans la voiture. Ah non, l'idée c'est de le faire monter justement. C'est parce que l'autre lui dit je te ramène plus tard ta voiture. Pourquoi il lui dirait ça? Parce qu'il embarque De Niro justement. Moi c'est comme ça que je le comprends. Après je suis pas familière avec l'histoire, donc je dis peut-être une énorme bêtise, mais j'ai pas du tout l'impression à aucun moment que Al Pacino va monter dans cette voiture. J'ai plutôt l'impression que les deux mecs qui sont au volant bossent pour lui. Et si vous voulez, on prend les paris, c'est comme pour moi, Porte de Champéret. Pour moi, c'est De Niro qui le regarde en mode viens à côté de moi quoi. Bon, honnêtement, je comprends pas la scène. Et peut-être ils lui ont piqué sa voiture. Il est en mode mais qu'est-ce que vous faites? Dude, where's my car? Mais on te la ramène plus tard, t'inquiète. Mais t'es pas invité, donc on part sans toi. Et je comprends pas pourquoi ils ont terminé sur cette scène. Ça doit être un moment charnière dans le film certainement. Mais qui ouvre, je trouve, des possibilités très différentes. J'ai retrouvé beaucoup de tension, moi, rien que dans le regard de Al Pacino à De Niro, parce que c'est De Niro qui est derrière dans la voiture, faut pas oublier ça, c'est De Niro qui est là derrière en boss, en gros, et qui viennent chercher Hoffa. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Moi, je trouve qu'il a une tête de prisonnier, moi, derrière, tu vois, pas une tête de boss. Non, tu sais ce qui fait la gueule, mais c'est De Niro, ça. Il fait toujours la gueule. Après cette scène, le titre en fondu apparaît sur une note de piano, The Irishman, écrit par Steven Zaillian, je sais pas comment on prononce, mais Steven Zaillian, qui est un scénariste de renom à Hollywood. Est-ce que vous connaissez un peu? Du tout. Pas du tout. Eh ben, comme ça, pêle-mêle, c'est le gars qui a participé au scénario de Mission Impossible, de Hannibal, Gangs of New York. La liste de Schindler. Et notamment, oui, voilà, je gardais pour la fin la liste de Schindler, qui est son peut-être plus gros. C'était facile, l'histoire était déjà faite. Donc c'est vraiment, c'est pas n'importe quel scénariste quoi. Mais je savais pas du coup qu'il avait déjà bossé avec Scorsese sur Gangs of New York. Gangs of New York, ouais. Si ils avaient bossé ensemble, il en a fait d'autres. Honte à moi, c'est mon film préféré de Scorsese. Il a bossé avec Fincher sur Millennium, il a bossé avec Sidney Pollack sur L'Interprète. Ça c'est pareil, c'était écrit Millennium. Le mec a pas mal d'adaptations quand même. Hein. Excusez-moi, il a quand même bossé sur Exodus de Ridley Scott. Hein. Aïe. Et oui, mais il faut payer ses impôts. Attention. Même quand on s'appelle Zaillian. Non, mais pas mal d'adaptations, n'empêche. Millennium, Hannibal. Bah là aussi, ça reste une adaptation. Oui, adaptation de bouquin. Du moins, ce que dit les infos, c'est qu'il y a une inspiration. Je sais pas si vraiment c'est une adaptation, mais c'est vrai que c'est une inspiration de ce bouquin-là. Après, c'est très dur d'adapter bien un bouquin aussi, donc. Ah oui, non, mais je dis pas que c'est moins bien. C'est une spécialisation de scénariste. D'ailleurs, il y a Oscar meilleure adaptation. Tout à fait. Et avant d'annoncer la date de sortie du film, on rappelle que c'est un film réalisé par Martin Scorsese. Oh. Ouais. Voilà. L'homme palmé. C'est qui lui? Martin. Et la BA se termine comme elle ne se termine pas souvent dans notre émission, mais sur Netflix le 27 novembre. Eh oui. Ah là. Et ouais, car The Irishman ne sortira pas en salle. No. Et ouais, oui, c'est fou quand même. Non, il sortira le 27 novembre sur Netflix. Donc c'est plus de 190 pays qui ont Netflix. Mais le film sortira par contre en salle en Chine, parce qu'ils n'ont pas Netflix là-bas. Donc ils en ont de la chance en fait, eux. Et il y aura également une sortie en salle aux États-Unis. Car, pour les Oscars. Qui est déjà sorti même. Le 1er novembre, il y a eu une sortie en salle du film.
car oui, c'est le seul moyen en fait de pouvoir concourir aux oui, Oscars. Il est en lice pour les Oscars du coup. Ils veulent. Après, les nominations sont pas tombées, mais ouais, ils veulent que le film soit éligible. De sélection. Non, pas encore. Non. Il est encore non, pas. Ils n'ont pas annoncé la liste des nommés encore. Et pour le faire concourir, il faut qu'il soit sorti en salle, comme Roma d'ailleurs. Roma. Donc avant de revenir sur vous, votre avis sur cette sortie seulement sur Netflix et le fait que la France soit privée de sortie en salle d'un film de Martin Scorsese, ce qui est une première, est-ce que ça vous donne envie de voir ce film, cette bande-annonce, Marion? Oui, alors moi clairement, d'abord parce que c'est Martin Scorsese et que je l'adore. Pour le casting de Fou Furieux et pour l'histoire, le retour aux sources de films de mafieux de Scorsese. Donc le seul truc qui me freine un peu, c'est les 3h30 sur petit écran. J'aurais adoré voir ce film en salle, donc c'est un grand regret, mais on en parlera plus tard. Ouais, mais tu pourras faire des pauses pipi n'importe quand. C'est pas faux. Et j'en ai même fait pendant La Reine des Neiges, figure-toi. Clément, est-ce que ça te donne envie de voir le film? Alors oui, ça me hype de fou. Il y a deux trucs qui me dérangent un peu. C'est le rajeunissement, à voir comment ça passe dans des séquences jouées, quoi. Parce que là, ça va quand même très très vite. Ils s'attardent pas beaucoup sur ces moments-là. Et deuxième chose, j'ai peur que ce soit extrêmement classique. C'est-à-dire vraiment la grande saga mafieuse, la petite frappe qui commence, qui me gravit les échelons, tac tac, le procès, la mort. Voilà. Bon, j'ai peur de ce cheminement-là. J'espère qu'il y aura un peu des allers-retours temporels. Mais le truc qui me plaît, c'est que c'est Rodrigo Prieto qui fait la photo et c'est le chef-op de Inarritu, et donc je pense que ce sera pas classique, du coup, en tout cas en termes d'esthétique, et qu'on va prendre du beau plan dans la gueule. C'est pas Chivo le chef-op de Inarritu? Non, Prieto, il a fait ses premiers films Amour Chienne et 21 grammes. Ah d'accord, et ensuite il a laissé place... C'est ça, Emmanuel Lubezki. Kevin, est-ce que tu as envie de voir ce film? Bah ouais, j'ai envie. C'est Scorsese quand même. Et puis en plus, ce qui m'attire beaucoup dans celui-là, dans la BA de celui-là, c'est que j'ai l'impression que ça va être la rencontre entre le néo Scorsese et l'ancien Scorsese. C'est-à-dire le Scorsese de Hugo Cabret pour les effets visuels, le Scorsese de Silence pour le côté très, je dirais, non, voilà. Long, il est vrai, mais pour le côté jusqu'au boutiste en fait, si tu veux, du propos, avec ces grandes heures de gloire de films. C'est tragédie, parce que les films de mafia c'est souvent des tragédies en fait, des rise and fall et tout, et j'ai l'impression que ça va être vraiment la rencontre des deux, et j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Clémence, est-ce que tu as envie de voir ce film avec cette oui, tout à fait. Je suis d'accord avec Kevin et avec Clément et avec Marion aussi. Elle est d'accord avec tout le monde. D'accord. Non, en fait, ce que je trouve intéressant, déjà j'adore les films de mafieux de Scorsese. Les Affranchis, je l'ai vu assez tard, mais c'est un de mes films préférés, je pense, dans l'absolu. Et alors, contrairement à l'inquiétude de Clément, j'ai l'impression que là, c'est très connoté, effectivement, Scorsese, du haut de son âge et de son expérience, de même pour les acteurs, et que du coup c'est une autre forme d'iconisation de ce genre de personnages. Je pense qu'ils vont pas du tout être vus de la même manière que dans Les Affranchis ou dans d'autres films plus anciens. Je pense que j'ai l'impression en voyant la BA qu'il y a un mélange d'humanité et de rapport à la vieillesse aussi et au temps, qu'il n'y a pas forcément là où dans ses précédents films on se base surtout sur qui ils sont jeunes et ce qu'ils deviendront, et là je trouve qu'il y a plus un rapport arrière on regarde dans le rétroviseur, quoi, et ça je trouve que c'est intéressant. Et puis j'ai un tout petit peu peur du rajeunissement quand même, effectivement, mais on verra. Et toi, Romain? Non, mais moi c'est ce qui me donne particulièrement envie, hormis que ce soit un film de Scorsese, et en plus qui recolle aux sources, c'est en plus de recoller aux sources, c'est qu'il fait appel à sa famille, à lui, en introduisant Al Pacino à ce moment-là. Mais revoir De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel dans un seul et même film de Scorsese sur les gangsters, c'est bon, il y a déjà tous les ingrédients qu'il me faut, quoi. Le film pourrait faire 6h, 7h, je m'en fous. Il n'y a pas de problème. Cette BA me donne extrêmement envie de voir le film. Je la trouve super bien construite, notamment dans le fait que la musique et les images se répondent plutôt bien. Il y a un très beau rythme dans la BA que j'espère retrouver dans le film. Et que... On sait qui a fait la BO d'ailleurs? La BO du film? Ah non, je me peux renseigner dessus. El Calculator? Je ne sais pas. Il ne sait pas. Mais par contre, ce qui me dérange beaucoup et ce qui me chagrine beaucoup, c'est que la BA ne se termine pas en salle le 27 novembre, mais sur Netflix le 27 novembre. Et je sais pas vous, mais moi, le fait de voir un film de Scorsese sur mon petit écran chez moi, alors oui, ok, je serais bien chez moi et tout, mais je n'aurais pas l'ambiance même qu'est
le sacré de la salle de cinéma. J'aurais pas le son qui va avec, j'aurais pas l'écran énorme pour voir un film de Scorsese, et j'aurais pas cette ambiance-là, et ça va me manquer. Est-ce que vous trouvez pas ça dommage? Si, aujourd'hui, clairement. Ce combat entre Netflix et les salles de cinéma, et notamment la France? Si, c'est dommage, mais c'est dommage depuis longtemps. C'est dommage depuis qu'il y a des bons réalisateurs qui vont sur Netflix. C'est dommage depuis Okja, c'est dommage depuis Roma, c'est dommage depuis tout ça. Mais après, le problème de la France, c'est effectivement la chronologie des médias et la manière dont Canal+, notamment, a la primauté en général sur l'exploitation télé ou VOD des films après leur sortie salle, et qui empêche qu'un film Netflix, comme il sort en même temps sur la plateforme, son jour de sortie c'est sur la plateforme, donc en VOD, donc tu peux le regarder quand tu veux, donc il sort pas au cinéma en même temps, et c'est vrai que c'est un système qui est un peu mal foutu. Il faudrait trouver un moyen de pouvoir voir les films Netflix en salle, lequel je ne sais pas. Pour le coup, Canal+ et Netflix maintenant ils sont copains. Maintenant oui, mais c'est peut-être un premier pas vers justement une entente. Après, comment ça marche? Après, le vrai problématique, c'est même si tu mets les films Netflix aujourd'hui au cinéma en France et qui sortent le même jour sur Netflix, est-ce que les gens vont les voir au cinéma? Nous, oui, on ira parce qu'on est cinéphile, mais des gens qui ne le sont pas. C'est tout le problème, en fait. Et je profite de ce moment-là, Marion, pour rappeler la polémique qu'il y avait eu en 2017, parce que Kevin en a un peu parlé. Okja, le film de Bong Joon-ho, a été le premier à faire parler de lui, étant donné qu'il était sorti sur Netflix, mais qu'en même temps, il était présenté à Cannes. Donc on était déjà sur un paradoxe impossible sur ce qui est l'exception culturelle et la chronologie des médias. Juste pour rappeler, la chronologie des médias, c'est le fait qu'un film doit sortir d'abord en salle, ensuite doit être exploité en salle, 6 mois après, ensuite il y a une sortie DVD, ensuite il faut attendre un certain moment pour qu'il sorte. Soit la télé. Selon les services, mais en gros, les services de vidéo à la demande, Netflix et tout, etc., on est sur à peu près du 6 mois à 1 an, 3 ans, voire même 3 ans d'attente avant qu'un film sorte sur nos écrans, nos petits écrans. Là, pour le coup, le film sortait directement sur Netflix, mais il était projeté à Cannes, et donc ça avait fait un tollé. Okja, Bong Joon-ho. Ça avait d'ailleurs empêché le film de repartir avec un prix qu'il méritait probablement. Et moi, je comprends pas le problème, par exemple, dans le cas d'Okja, que ça ait été présenté à Cannes et que ça ait pas plu que ça soit en même temps en sortie sur Netflix. Moi, je trouve que... Mais je pense que c'est une question d'argent malgré tout, parce que quand un film sort en salle, tu rémunères des exploitants et un distributeur. Quand un film sort en DVD, là c'est pareil, c'est tous les acteurs de la chaîne qui sont rémunérés sur un DVD. Donc je pense qu'il y a un gros manque à gagner. Netflix, ça reste un abonnement, c'est quoi, c'est 7 €, 9 € Netflix? C'est 10 € par mois, enfin 11 € par mois pour la formule moyenne, on va dire, mais ça peut aller jusqu'à 13 €. Je sais pas comment c'est... je sais donc, pas comment l'idée, c'est de ressources... boycotter ce qui sort sur Netflix, et en gros, c'était pas acceptable que Okja soit... à l'époque, je t'avoue que j'avais pas... En fait, Cannes a fait un rétropédalage, c'est-à-dire qu'ils ont dit d'abord, parce qu'il n'y avait pas que Okja, il y avait aussi le film de Noah Baumbach là, qui était sorti sur Netflix, et ils ont rétropédalé en disant, en fait non, nous les films qui sortent pas en salle, ils passent pas à Cannes. Voilà. Et donc parce qu'il y a une histoire de lobby derrière, il y a eu des explications plus ou moins vaseuses, plus ou moins convaincantes. Moi, sincèrement, pour donner mon point de vue, je trouve que c'est un combat d'arrière-garde. Je pense que de toute façon, c'est intenable comme position, ce qu'on a en France, et que d'ici 1 an, 2 ans, les films sur Netflix sortiront en salle. Quand tu vois que la Toy Story 4 est déjà disponible en DVD, Blu-ray et tout, donc déjà tous les délais de chronologie des médias, ils sont en train de les raccourcir parce qu'ils se rendent compte que c'est complètement ridicule. Petit à petit, ils vont tellement les raccourcir que tu pourras voir le film en salle. Mais moi, j'avoue que je comprends pas trop, parce que c'est bien beau l'exception culturelle, mais il faut voir aussi ce qui est produit en France. Après, on va pas rentrer dans des grands débats, mais le CNC et tout ça, c'est quand même beaucoup de corporatisme, et donc dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu du cadre, ça leur plaît pas, ils veulent essayer de gratter de l'argent dessus. Voilà. C'est ça le problème. On a ce côté un peu qui est un peu français, de pas aimer on s'enorgueillit que le changement. Nous, ça sortira pas chez nous. Ah bah super, comme ça tu passes à côté de chefs-d'œuvre comme Roma, qui est pas sorti en salle en France, et qui aurait pu prendre une palme d'or. Mais je suis d'accord, mais après je pense que vraiment, moi j'ai vraiment pas réussi à me positionner, parce que je pense qu'il y a quand même du pour et du contre, et du coup si c'est le cas de tous les films, c'est quoi l'avenir des salles de cinéma si tous les films sortent sur des plateformes comme ça? Il y aura des publics pour tout. Aujourd'hui, tu peux regarder une série sur ton téléphone, comme tu peux aller voir un film à grand spectacle en salle. Il faut accepter qu'il y ait une multiplicité des publics, en fait. Je suis d'accord dans le fait où là, pour le coup, si ça avait été sorti en salle,
au moins un minimum, on aurait certainement un minimum d'entrée parce que mine de rien, tout le monde n'a pas Netflix et il y a quand même des amoureux des salles de cinéma qui seraient quand même allés voir, dont nous, j'imagine. Mais du coup, moi, j'ai essayé de répondre à cette question parce que je m'étais jamais vraiment posé la question et j'ai du pour et du contre. Alors, vous serez peut-être d'accord ou pas d'accord avec moi. Je trouve que niveau pour... y a l'exemple typique de The Irishman qui a été complètement abandonné par la Paramount et qui a été sauvé en fait par Netflix grâce justement au budget qui peut se permettre de dépenser, que Netflix peut se permettre de dépenser en fait pour un film comme ça. Et ça rejoint mon deuxième argument qui est la qualité des films et les risques qu'ils peuvent se permettre de prendre. Et le troisième argument pour, c'est donc là, c'est de l'accessibilité parce que du coup, un public qui est abonné sur Netflix et qui n'a pas envie de payer 13 € sa place de cinéma en France peut accéder à ce genre de film sans attendre justement 36 mois qu'il puisse se passer à la télé. Maintenant, je trouve que ça a quand même aussi des points négatifs. C'est que ce principe-là, c'est le principe même de l'industrie de masse qu'on peut retrouver par exemple quand tu mets en concurrence la Fnac et une petite librairie. Forcément, la Fnac a des prix beaucoup plus attractifs, des offres plus sympas qui vont, entre guillemets, attirer une clientèle plus large et faire peut-être casser les prix en tout cas chez les petits libraires. Et encore là, c'est pour la même offre. Là, en l'occurrence, cinéma et télé, le service est quand même pas le même. Si on peut parler de service. Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Kevin, ça participe pas au financement des acteurs de la chaîne cinématographique en France, et notamment par rapport à l'exception culturelle, puisque aujourd'hui, en fait, pour ceux qui le savent pas, sur un billet de cinéma, sur un film américain, il y a une partie qui revient à la production française, qui permet de financer le cinéma français. Alors, il y a du bon et du pas bon, comme on le disait tout à l'heure. Après, effectivement, ça aurait fait quelques entrées en salle quand même, c'est ce que je disais. Après, que ça n'ait pas été projeté à Cannes, moi, ça me pose pas de problème en soi, parce qu'en soi, le but d'un festival, c'est quand même de trouver un distributeur. Donc, si là, en l'occurrence, le film n'est pas voué à sortir en salle, je vois pas l'intérêt. C'est pas que de trouver un distributeur. Il a été en plus sur le marché du cinéma. C'est d'avoir des prix aussi. Oui, d'avoir des prix aussi, mais ça me dérange pas que, par exemple, là, parce que Cannes a un peu condamné la Mostra pour avoir mis le film et tout, c'est un autre système en Italie, donc ça me dérange pas, et je considère que Cannes n'a pas à dicter aux autres festivals ce qu'ils doivent faire. Mais en l'occurrence, même si c'est très prestigieux, le principe même du festival, c'est de trouver un distrib. Pour revenir justement sur le cas Roma, Roma d'Alfonso Cuarón est une des plus belles œuvres que j'ai pu découvrir ces dernières années. Vraiment, qui m'a touché au plus profond de moi-même, parce que j'ai trouvé que c'était du cinéma avec un grand C, comme on en fait rarement. Si j'ai ressenti ça sur mon écran, j'imagine même pas ce que j'aurais pu ressentir en l'ayant vu dans une salle de cinéma dans les meilleures conditions possibles. Et c'est ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que d'un côté, on a les réalisateurs qui font du coup confiance à des plateformes comme Netflix, il y en aura certainement d'autres, parce qu'on leur offre une liberté, et parce que d'un côté aussi, les productions n'osent plus trop se mouiller, parce qu'aujourd'hui on recherche le bankable, on recherche le profit. Pas un peu aussi là, la pour le liberté coup, c'est méga bankable. Et le problème qui se crée à ce moment-là, c'est que ça nous empêche de vivre une œuvre artistique comme elle devrait être vécue. Je pense pas que quand il l'a créé, Roma, et qu'il l'a tourné, Alfonso Cuarón voulait que tout le monde le voit sur son écran de télé. Il voulait que ça sorte au cinéma. Alors des pays ont eu le droit de le voir au cinéma, nous on n'a pas eu le droit en France. Alors, et en plus on en est fiers. Donc moi, ce qui me dérange le plus, je sais pas si moi j'ai entendu Frémo et tout dire que c'est donc oui, il peut y avoir des qualités, il peut y avoir des qualités comme des défauts, mais un des défauts principaux, c'est de pas découvrir vraiment une œuvre artistique à 100%, parce qu'on est bloqué par notre exception culturelle à la con. Non, mais t'as raison, et en fait le truc, c'est qu'il faut trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné Netflix devienne distributeur de films. C'est-à-dire je suis d'accord, il y a un équilibre à trouver, décide effectivement, mais après ça crée un autre problème, c'est-à-dire que si Netflix décide par exemple de dire écoutez, tous mes films 6 mois avant d'être sur Netflix ils sont au cinéma, ça veut dire qu'on n'aura jamais de sortie physique, et c'est aussi moi un truc qui me pose problème. Mais il faut trouver un équilibre parce que le cinéma, l'essence du cinéma, c'est la salle de cinéma. Sinon, c'est oui, mais pourquoi tu n'aurais pas de sortie physique? Tu pourrais l'avoir plus tard, en considérant les plateformes comme Netflix comme de la VOD. Parce que quel est l'intérêt de Netflix de sortir une version physique si c'est en streaming sur leur plateforme? Tu verras jamais un coffret Stranger Things, par exemple. Ça n'a pas d'intérêt pour eux, en fait. Ils s'en fichent. C'est ce qui fait que tu vas sur Netflix, c'est parce que sauf si c'est momentané, ils pourraient l'enlever du catalogue au bout d'un moment. Ou faire des éditions limitées, peut-être. Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a un équilibre économique à trouver. Après, c'est à voir avec Netflix comment ils se démerdent. Je sais qu'ils arrivent à se débrouiller avec les États-Unis pour qu'il y ait des sorties salles. Je sais que par exemple la Corée, Bong Joon-ho, ils ont une projection coréenne de Okja. Je vois pas pourquoi nous on pourrait pas trouver un compromis. Mais en fait, on est tous d'accord, mais le problème c'est pas Netflix, c'est la France.
Parce que Netflix, eux, ils veulent sortir les films à Cannes, ils veulent les sortir en salle et tout, mais nous on veut pas parce que c'est en VOD en même temps. Parce que voilà, rien n'empêcherait d'avoir des séances de Roma au cinéma, et c'est dommage parce que Roma est le cinéma est le seul moyen pour faire découvrir Roma à 100%, parce que c'est un film qui a un énorme travail sur le son, et je n'ai pas chez moi il faut avoir le home cinéma qu'il faut. J'ai pas le home cinéma qu'il faut, j'ai juste du son qui sort de ma télé, quoi. Donc mais du coup j'ai une question sur Roma. Est-ce que justement pour le coup ça n'a pas servi le film d'avoir cette polémique autour d'un film qui n'a pas pu être sorti au cinéma, et ça l'a peut-être un peu plus mis en lumière, parce que je suis pas sûre qu'un film qui sorte comme ça au cinéma attire. Non, en fait, ils devaient faire Cannes. Et c'est là où ils ont rétro-pédalé. Et je pense sincèrement qu'il aurait eu la Palme d'Or. Mais moi, je me demande, même si ça nuit pas, au-delà des entrées et du côté money system, si ça nuit pas à la manière de consommer l'œuvre. Parce qu'en fait, effectivement, à qui ça s'adresse Roma, enfin, c'est pas la question. Je veux dire, ça serait au ciné, les gens pourraient y aller à la limite par curiosité, mais au moins ils seraient dans la salle, ils seraient bloqués, ils seraient devant le truc et ils le découvriraient. Et je trouve que d'être sur une plateforme comme Netflix, je suis sûre, en fait, on compte pas ça, mais le nombre de gens qui doivent s'arrêter en cours de route, quoi, et passer à autre chose. Mais le problème, c'est que sans Netflix, il n'y a pas le film. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que personne voulait le faire. Oui, mais je me demande quand même si ça nuit pas aussi, même vis-à-vis des personnes qui sont quand même cinéphiles et qui aiment quand même le cinéma, à la démarche de regarder réellement le film et de prendre ce temps. Voilà. En tout cas, le pied de nez qui a été fait, c'est que après la polémique Okja, Bong Joon-ho a remporté la Palme d'Or avec son Parasite. Alfonso Cuarón, lui, a décroché l'Oscar du meilleur réalisateur, et franchement, personne ne peut le contester. Et meilleur film étranger, il l'a pas eu aussi je ne sais plus. Je crois qu'il avait eu meilleur film étranger. Énormément de distinctions pour Roma. Bref, en tout cas, la polémique Netflix, d'accord, mais ça n'empêche pas que les qualités de films sont au rendez-vous. C'est clair. Voilà, donnez-nous juste des salles pour pouvoir les apprécier pleinement, quoi, ces films-là. Après ce débat-là, on va passer à la rubrique du Fais ton titre. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Après avoir parcouru la BA de The Irishman, le prochain Scorsese, et ce débat sur Netflix, nous allons maintenant attribuer un nouveau titre à The Irishman. Quel sera-t-il du coup? Est-ce que la team a bien potassé cette semaine? Qui se lance? Moi je vais bien. Allez Marion, vas-y. J'ai voulu rendre hommage à mon film préféré de Scorsese. Alors ça va peut-être en faire bondir plus d'un, mais bon, moi j'adore Gangs of New York. Et du coup j'ai appelé ça Gangs of Scorsese, parce que je trouve que c'est le retour des vieux de la vieille, et ça fait bien plaisir. J'aime beaucoup. C'est très beau. J'ai pensé à quelque chose dans le genre et j'ai pas trouvé aussi bien que toi. C'est très très beau. Je suis ravie. Très bien. Gangs of Scorsese pour Marion. Sympa. Clément, est-ce que tu as un titre? Ouais, alors moi j'ai 2 titres et une punchline. Une petite référence par rapport à Martin à la plage, etc. Là c'est Martin Scorsese, c'est Martin à Philadelphie. Et sans déconner, je crois que vous arrivez à faire une référence à la série Martin à chaque épisode. Et ça fait sens d'ailleurs. Après, un titre dont je suis pas peu fier parce qu'il y a beaucoup de vieux dans le film, j'ai appelé ça EHPAD, pitié pour les traîtres. Voilà. On passe les vieux. Et sinon j'avais une punchline, mais à voir avec quel titre on peut la mettre. Ça serait un ami qui vous veut du blin, parce qu'il est irlandais. Joli. Ça veut rien dire, mais je mangerai comme un du blin. Oui. C'est rien du blin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on retient rien de Clément? Attends, c'est pas ce qu'il y a après. Méchant. On verra ce qui arrive après. Vas-y Kevin, toi t'as quoi? Alors moi j'ai un titre et une punchline. Mon titre c'est l'app franchie, parce que Netflix est une app et il a franchi le cap d'être sur une app, donc l'app franchie. Et ma punchline c'est pas de ciné mais pas de chino. Pas de Pacino. Pas de ciné mais pas de chino. Pas de ciné mais pas de chino, c'est trop bien. Mais ça c'est trop bien. Ça c'est bien. Alors j'aimais bien le titre, mais pas. Moi c'est l'inverse. J'aime pas le titre, j'aime la punchline. Ah oui, la punchline elle est bien. Parce qu'on peut pas dire que c'est une app. Si, c'est une app Netflix à la base, mais j'avoue que c'est peut-être un petit peu tiré par les vaches. Ah non, mais j'ai bien aimé. Un peu capillotracté. Pas de ciné mais pas de chino, j'aime bien. Ouais. J'aime bien, ça c'est marrant. Moi j'ai un truc super. J'ai un titre, il est absolument super. C'est bien, ça change, parce que la semaine dernière c'était moi j'ai un truc. Accrochez-vous à vos chaussettes. J'ai changé de méthode. Ça va décoiffer. Alors 1, 2, 3, c'est parti, mon titre, le voilà. Je l'ai trouvé 2 minutes avant l'épisode. C'est ça le titre? C'est une petite référence à Ed Sheeran, c'est Shape of Robert.
Aïe, 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 aïe. Bah, je crois qu'on va prendre le titre de Romain, Marion. tes titres. Aïe aïe aïe. Bah non, mais moi j'ai pas cherché loin. Ah ouais, merde, ton titre, pardon, je t'oublie. Moi j'ai fait appel à mon exotisme. J'ai voulu appeler ce film Vas-y Francky, c'est bon. Putain, mais on a que des punchlines, on n'a pas de titre. Francky, c'est bon. À part si on garde EHPAD, pitié pour les traîtres. J'ai en doute. Gangs of Scorsese et pas de ciné, pas de Non. chino. Bah, Gangs of Scorsese. Gangs of Scorsese, ouais, il ouais. claque. Et puis Patiné, c'est- Pacino. Voilà, C'est patiné, mais Pacino. patiné Ok, mais pas oui, il chino. faut être précis parce Attention, que patiné mais En pas mode chino. Pacino. Tu sais, le chino, le pantalon, Pacino. c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore fashion dans cet épisode. C'est vrai. Mais ça arrive avec la Reine Et des on a Neiges. très peu chanté aussi. Et ça arrive avec la Reine des Neiges. Dans un autre monde. On dirait des gremlins. Allez, on se calme et puis on va résumer ça. Mais c'est vrai que bon, bah, Clément, désolé. Oh, Clémence, bah, c'est désolé. Nos grands vainqueurs cette J'y croyais semaine. pas beaucoup. Bah, Romain, désolé, hein, bah, de rien. Nos grands vainqueurs cette semaine seront Marion et Kevin. Kevin qui décroche la punchline et Marion qui prend le titre. Alors, le nouveau titre. On l'applaudit. Le nouveau titre, très très bon titre, sera donc pour The Irishman, Gang of Scorsese, un film qui sera pas au ciné mais avec Al Pacino, donc pas de ciné, mais Pacino. Pacino. Voilà, bravo à tous. Donc le 27 novembre sur Netflix, nous on se fera le match retour dès la semaine prochaine et en parlant de match retour, on va changer de cap radical pour le coup, on va partir sur la Reine des Neiges 2. Et il y aura du débat entre la team mitigée et la team enjaillée. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant. C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Dans un autre Match retour. La Reine des Neiges numéro 2 qui vient directement après la Reine des Neiges de 2013 Premier. qui avait fait, on le rappelle, un succès retentissant dépassant la barre du $1 milliard, chose qui est plutôt rare chez les films d'animation. Avant ça, on s'était imaginé, enfin avant d'arriver à nos avis sur le film, on va rappeler l'histoire qu'on s'était imaginée à partir de sa BA dans notre épisode précédent. Alors la voici, cette histoire imaginée. Il était une fois 2 sœurs, une sorcière et une moldue, qui partent à la recherche de leur flashback. En effet, petites, leur papa, pas encore mort, leur racontait l'histoire d'une forêt enchantée impénétrable. Ce sera là, des années et un numéro 1 plus tard, le lieu de leur aventure. Elsa donc, la Reine des Neiges Super Saiyan Transformation 2, sur les conseils du roi des cailloux, et après avoir explosé en milliers de Sims, partira à la rencontre de Patatra, le brouillard méchant qui bloque l'entrée de cet autre monde. Mais ce ne sera pas sans compter sur sa sœur rousse pot de colle, son cum blasé, un bonhomme de neige maladroit et un reine des neiges qui se sacrifiera pour sauver le groupe. Ainsi sera formée la communauté de l'anneau, dont la mission sera de réunir 2 peuples ennemis, Arendelle et cette fameuse forêt enchantée. Waouh. Voilà en gros ce qu'on avait pu imaginer. Bah c'était mieux. Hein. Bah... Avant d'annoncer quelles seront les teams, fameuses teams enjaillées et fameuses teams mitigées, hein, je vais demander à un d'entre vous de nous résumer la véritable histoire. Et comme c'est celle qui nous écoute le moins en ce moment et qui est sur son portable pendant que je parle, oui, Clémence, Je fais un virement. Tu le sais en plus. Je fais un virement. C'est très Je urgent. paie ma taxe d'habitation, excusez-moi. ce n'est pas une bonne excuse. Oh putain, la taxe d'habitation. Elle est prélevée automatiquement, C'était n'aie pas prélevé peur. aujourd'hui. Voilà, Oh là les là. colocs là-haut. T'as découvert. C'est intéressant. Je ne couperai pas ça parce que les gens ont besoin de savoir. Ils veulent savoir. Que comme vous tous, comme nous tous, nous payons aussi une taxe d'habitation. Clémence, le résumé de la Reine des Neiges 2. Alors, effectivement, j'ai pas trop écouté la fausse histoire, donc je sais pas. Bah, Non, mais dis la vraie. histoire. Alors, c'est la suite de la Reine des Neiges. Alors, tout va bien dans le meilleur des ce qui mondes. explique le 2. Parce que Elsa est la reine, que tout le monde est content, que Anna... T'as juste vu le principal, ça Anna et commence sur un Christophe sont conte. amoureux, Olaf est content, mais quand même le temps passe, et puis Elsa est toujours aussi bizarre en vérité, parce que quand ils font des charades, elle entend des voix. Et après, on parle de ma capacité à résumer les Et... films. Hein. Mais attends. Elle nous fait une Bruno. Attends, elle Et pose le donc, contexte. bah oui, je pose le contexte avec un peu d'esprit. En quelle année? Et
La meuf, quoi. Un peu d'érudition. Et au moment d'humour fatidique où Elsa doit faire deviner le mot neige aux charades, elle entend cette voix. Non, neige. En français, j'ai vu la VF. En anglais, c'est glace. C'est glace en français aussi. C'était neige. Non, c'était glace. Et donc, elle entend des voix et la malheureuse, elle ne peut pas s'empêcher la nuit d'être somnambule et d'aller réveiller les Sims. Ce résumé est plein de mauvaise foi, je le dis tout de suite. En fait, ça fait allusion. Parce que quand elles étaient petites, leur père leur avait effectivement raconté l'histoire de la forêt enchantée dans laquelle il était allé avec le grand-père. Et donc, le grand-père était allé dans la forêt enchantée faire ami avec un peuple. Et ça avait mal tourné. Et finalement, la voix, qu'entend Elsa, elle vient de cette forêt enchantée. Mais cette forêt enchantée, depuis toutes ces années, elle est sous la brume. Un petit sondage express, qui se fait chier là? Autant que mais j'ai pas vu ce film-là. Mais en gros, je résume mal. Mais non, mais moi, on me demande toujours de résumer en 3 phrases. Ça fait 10 phrases pour les 5 premières minutes. Parce que t'es à la 5e minute du film, Clémence. Mais dis, raconte l'histoire. Elle a entendu une voix et ça vient de la forêt enchantée. Et il y a de la brume, mais elle peut passer parce qu'elle a un pouvoir. Elle s'en bat les couilles. Je cite une petite fille dans la salle. Et elle y va avec sa sœur parce que sa sœur veut toujours être avec elle forcément, et que Christophe veut être avec sa sœur parce qu'il veut la demander en fiançailles, et que Olaf veut se... Je crois qu'ils ont déjà ken. Tu crois qu'ils ont déjà ken? Je pense qu'ils ont déjà ken. Je crois pas. Hein. Si, c'est Disney. Ça se voit sur la tête d'Anna qu'elle est plus pucelle. Il se trouve... Attendez, je termine juste mon résumé. Mais on croyait que c'était fini. Il se trouve que quand ils arrivent dans la forêt enchantée, ils se rendent compte qu'il y a quand même les 4 esprits des éléments de la nature qui sont présents et qui foutent un peu le bordel. Et Elsa, avec ses pouvoirs, va réussir à faire entendre raison à ces esprits. Et après, mystère. Et il y a un 5e esprit, mais qui est-ce? Oh, suspense. Voilà. Olaf. Waouh. C'est pas du tout clair. C'était une catastrophe. Alors, petit sondage express, qui a compris? J'ai pas compris. Non, mais je suis proche de l'intrigue, franchement. Mais non, l'intrigue, c'est t'as pas dit le conte. Au début, il y a un conte, c'est ça qui conditionne tout. Mais oui, c'est la rivière à Boudou là-bas qui a les souvenirs. Mais oui, voilà, ça c'est bien. J'ai envie de repasser tous les moments où Clémence elle critiquait les Clémence elle a voulu rendre hommage à Olaf quand il fait le résumé du 1. Ah voilà. Oui, c'est vrai. T'as été influencé. Bon, une histoire résumée, hein. Voilà, je mettrai pas d'adjectif parce que j'en ai pas. Une histoire résumée. Résumé, c'est un adjectif là dans ce cas-là. De manière approximative. Et maintenant, on va passer à la page du douille ou pas douille. Douille, 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 pas douille. C'était une douille. C'était pas une douille. Alors, le douille ou pas douille, mais qu'est-ce que le douille ou pas douille? Je vous le demande. Bah, c'est quand on dit si c'était une douille ou si c'était pas une douille par rapport à la bande-annonce. On compare la BA au film. Est-ce que la BA nous a vendu un bon film? Est-ce que la BA nous a vendu un mauvais film? Où est-ce qu'on se situe dans tout ça? Oui. Douille ou pas douille, elle va nous faire aussi savoir qui est dans quel team. Oui. Marion, douille ou pas douille? Moi, je suis une team très surprise pour vous, j'imagine. Non, mais bon, moi, c'est sûr, j'ai aimé. Pas douille. Pas douille. Si, pas douille. Je sais que vous êtes tous très surpris autour de cette table, mais pas douille. J'ai eu ce à quoi je m'attendais, voire plus. Ok. Voilà, je donnerai mes arguments plus tard. Ah oui, c'est le principe quand même. Kevin, douille ou pas douille? Bon, pas douille. En même temps, je dois dire que moi je m'attendais pas non plus à grand chose, donc pas douille. J'ai eu ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire un Disney nul. Je vous dis pas dans quelle équipe je suis. Je te rappelle que tu as dit team mitigé, donc nul pour quelqu'un de mitigé. Je trouve ça un peu fort. Franchement, je suis mitigé, mais côté tigé quoi. Une défenseuse des. Oui, je vais me battre. Elle se bat en pour la reine des neiges. enjaillés. Clément, team enjaillé ou team douille ou pas douille? Moi, je vais être team enjaillé parce que contre toute attente, j'ai aimé le film. Donc, je dirais douille positive parce que j'étais tellement pas hypé par la BA, ça me disait tellement rien que le film au final a été plutôt une plaisante surprise. Ouais, mais ça, c'est tu dis ça bien. Ça, c'est parce qu'on tient à le rappeler, t'avais pas vu le 1. Non, moi j'ai vu le 1 et j'ai aimé quand même. Chut. Clémence, douille ou pas douille? Douille, parce que... Même pas de réflexion. Déjà Clémence n'a pas compris l'histoire. Mais arrêtez. Et non, vous allez pas faire genre l'histoire elle est trop compliquée pour moi parce que voilà l'histoire. Mais elle est pas résumée l'histoire. Mais voilà l'histoire mon frère, c'est là. On s'en fout, c'est un film d'animation, allez le voir, payez votre place. Mais douille parce que mine de rien la BA au moins me laissait l'espoir d'être surprise par l'histoire parce que c'était très mystérieux et en vrai je suis très déçue par cette intrigue. Voilà. Et toi Romain, douille ou pas douille? Là, moi ça y est, j'ai dépassé ce stade.
Hein. Je crois qu'on en est plus au douille. Je suis sur un obus, là. On est, c'est plutôt tu t'es fait chier ou t'es pas fait chier, c'est plutôt ça. Et non, mais je dirais pas douille parce que comme vous l'avez dit, on fait par rapport à notre ressenti BA. Et moi, mon ressenti BA la semaine dernière, c'était pas plus que ça. Je quand voyais, même. Non, je voyais clairement dans cette BA simplement cette existence de numéro 2 de cette suite. Simplement l'appât du gain de Disney parce que c'est leur nouvelle marche à suivre maintenant, c'est simplement si ça marche on fait, si ça marche pas on fait. Donc ça fait 50 ans qu'ils font ça. Donc ça fait de la thune. Donc moi non, pas douille, c'est-à-dire que je m'attendais pas à un film ouf. J'avais même dit que je pensais pas qu'il allait atteindre comment dire le premier. Ouais, mais j'avais pas le souvenir que t'étais si négatif par rapport à la BA. Si quand même, quand même. Mais donc non, j'ai pas été emballé par le film, pas du tout même. Je me suis même beaucoup énervé devant ce film. Donc voilà, on va passer aux avis maintenant. Hein. Donc la team enjaillée, on va rappeler la team enjaillée. Pourquoi nous en premier? Après on va se faire démonter. J'ai pas dit que vous allez. J'ai pas dit que vous allez. On rappelle les teams. Mais vous allez commencer du coup. Donc la team enjaillée. En premier, on va se faire démonter. Moi je m'en bats les couilles de me faire démonter. Je reprends la petite fille de votre séance de cinéma. Moi j'assumerai jusqu'au bout d'avoir aimé, même si je suis toute seule et je suis ravie que tu sois avec moi Clément. Voilà. Marion est dans la team enjaillée, Clément est dans la team enjaillée et team mitigé. Coucou. 3 personnes. C'est nous. On est là. Qui veut lancer les hostilités là? Qui veut lancer le premier? Vas-y Kevin. Moi? Ah oui, tu commences jamais. Alors. C'est vrai? Non mais après, moi je suis dans la team mitigée dans le sens où franchement c'est pas un film pour lequel j'avais des attentes extraordinaires non plus. Je suis pas un fan absolu de Disney, donc le fait que le film soit un peu nul, au fond je m'en fous, mais je dois dire qu'il y a quand même pas mal de trucs qui m'ont agacé, c'est-à-dire que franchement tout l'arc narratif du mariage, moi ça m'a gonflé quoi, parce que soi-disant la Reine des Neiges c'est quelque chose de progressiste et tout, girl power et tout, mais t'as quand même une des personnages principales, son seul but dans la vie c'est de se marier avec son cum quoi, donc je suis désolé. Non, je suis pas d'accord. Je suis inverse. Un des personnages principaux, son but c'est de se marier avec sa meuf. Oui, ça n'est après, pas du tout pareil. quand il la demande en mariage, elle est en mode je chiale. Et alors, moi j'ai chialé quand mon mec m'a demandé en mariage. On laisse parler Moi, Kevin. je trouve ça S'il vous drôle. plaît. On laisse parler Kevin. S'il vous plaît. Merci. On laisse saturer Kevin. Néanmoins, ça c'était juste un détail. Après, ça vénère la Reine des Neiges. Je trouve quand même que c'est. Après voilà, c'est pas de la merde. Je vais pas non plus taper sur la Reine des Neiges. Je m'en fous. Je vais pas le détruire le film. Elle te défonce la Reine des Neiges de toute façon. Elle me défonce. Elle a des poires de glace. Non mais après moi je trouve que c'est un film qui est quand même malheureusement globalement chiant. Enfin moi je me suis pas mal fait chier. Voilà, c'est très prévisible et après tu me diras c'est pas forcément un défaut parce que c'est un dessin animé pour enfants. C'est ça, c'est cousu de fil blanc. Mais c'est cousu de fil blanc dans la mauvaise façon, c'est que tu vois tout arriver, t'as pas de surprise, tu sais tout ce qui va se passer. Je trouve que les chansons, enfin moi je l'ai vu en français, ça joue peut-être, les chansons sont insupportables. Enfin la musique c'est pas possible quoi, j'ai mes oreilles qui ont saigné tout le long quoi, et j'en pouvais plus. Après, Olaf m'a fait rire. Je trouve que quand même graphiquement il y a du boulot, c'est joli. Enfin je vais pas nier le truc. Mais je me suis globalement emmerdé et c'est vraiment pas un film que je retiendrai cette année quoi. La team mitigée a-t-elle des choses à rajouter, Clémence? Oui, j'ajouterais que je suis d'accord avec Kevin et que, à mon avis, c'est aussi un problème d'intensité en fait. Au-delà de l'écriture, j'ai l'impression que ça pourrait être le même scénario, la même intrigue qui est assez simple et qui est effectivement enfantine, mais qui manque une vraie intensité, à part à des moments où ça joue sur la perte d'un personnage important ou la découverte de la vérité. Sinon, la manière dont avance le scénario, en fait, ça s'enchaîne, je trouve, comme une vieille série qui n'a aucune intensité. Je suis pas prise du tout dans l'histoire. Voilà. Tout d'accord. Pour récupérer un peu ce que vous avez dit, je suis d'accord. Les chansons, c'est peut-être ce qu'il y a de bien, et encore, je trouve qu'il y en a 2-3 qui sont en trop. Notamment celle de Christophe là, qui on dirait un Backstreet Boys. Génial cette chanson. Trop de la balle cette chanson quoi. On est sur une parodie de truc, je sais pas où est-ce qu'ils ont voulu aller. Mais ensuite, pour moi, l'histoire est cousue de fil blanc. Elle est vide aussi, elle est méga vide. C'est une histoire où alors on a chopé des bouts comme ça. On s'est dit, il va nous falloir un lieu, il va nous falloir une quête. Alors on prend les trucs les plus pétés et puis on essaye de faire en sorte que ce soit relié. Je me suis pas du tout retrouvé dans la quête des personnages. Je me suis pas du tout retrouvé dans les personnages. Contrairement là où dans le premier, même si j'étais un peu à l'écart parce que c'est pas ma came les films de Disney Princess, mais j'ai reconnu beaucoup de valeur au film. Là, pour moi, je ne voyais que devant moi l'application d'un schéma classique uniquement là pour faire en sorte que ce numéro 2 puisse lui aussi faire le milliard, parce qu'aujourd'hui je suis désolé, c'est peut-être mon vieux conisme qui parle, mais je ne vois plus que ça chez Disney. Une fois que ça marche, on lâche pas la poule aux œufs d'or, et je n'ai vu que ça tout le long du film, dans le sens où ça ne m'a offert rien d'autre
qu'une histoire bête et méchante qui ne vaut certainement pas le rang de suite et qui n'est certainement pas une bonne suite pour moi. Allez, un peu de douceur dans ce monde de brut. Je vais rebondir parce que je m'attendais pas à être autant pas d'accord avec vous. C'est vraiment, j'ai vraiment pas du tout vécu le film comme vous. Ça a été très dur de se taire. Déjà techniquement, moi j'ai trouvé le film magnifique. Je trouve qu'au niveau des textures aquatiques notamment, j'ai trouvé ça hallucinant. Dans un film en 3D, j'avais jamais vu l'eau aussi bien faite et c'est quand même un élément central du film. Je trouve que c'est bien réalisé. J'ai trouvé qu'il y avait plein de détails. J'ai trouvé que justement c'était bien rythmé entre narration et chanson parce que moi j'aime pas trop les comédies musicales. Et là c'est pas on chante tout le temps parce que des fois dans les comédies musicales c'est genre je me brosse les dents. Bon là il y a 5-6 chansons dans le film et il y a quand même beaucoup d'aventures au milieu. Ouais, bon, 8. Mais en tout cas, je les ai pas sentis passer. J'ai trouvé les chansons très bien. En tout cas, en anglais, elles rentrent très bien. La chanson de Christophe, j'ai trouvé que c'était limite une des meilleures. C'est très drôle. C'est une parodie de chansons Disney dans un film Disney avec des références aux boys band, des références à Queen et tout. Enfin, je m'attendais vraiment pas à ça dans un film La Reine des Neiges. Sincèrement, j'en attendais pas autant. Les dissonances que j'avais trouvées dans la chanson en BA, en fait, c'est expliqué parce que c'est la voix qu'on entend dans le film. Donc, en gros, c'est la voix qui fait une espèce d'interférence dans le quotidien d'Elsa, donc bon, c'est justifié pour moi harmoniquement. Et après, moi j'ai adoré ce gimmick là. Après, moi j'ai adoré l'humour du film, j'ai trouvé ça très moderne, notamment Olaf qui a des bonnes blagues, mais pas que. Il y a plein de petites vannes sur Andersen. Voilà, il y a une vanne sur Game of Thrones à la fin, je sais pas si vous l'avez capté, quand il dit les choses qu'on ferait par amour. Voilà, et oui. Et après, moi je trouve qu'on est tellement souvent atterré par les personnages féminins qui sont complètement cruches dans 90% des films qu'on voit, que je suis un peu étonné que vous n'ayez pas relevé quand même que c'est un film de meuf forte, indépendante, qui ne dépend d'aucun homme. L'homme, il a la quête amoureuse dans le film, ce qui est quand même très rare dans un film d'animation. Généralement, les hommes, ils font l'action et les femmes, elles amènent la quête amoureuse. Là, c'est complètement inversé ce rapport-là. Et c'est des femmes qui qu'elles aient des pouvoirs ou pas, sont fortes, s'entraident, se sortent des situations. Et je trouve aussi un truc très important, elles sont badass sans être masculinisées. Parce que par exemple dans Mulan, elle est badass, mais la meuf elle est obligée de rentrer dans l'armée, de se couper les cheveux pour être badass. Là la meuf c'est une princesse, elle est sur un cheval de glace et elle poutre des éléments et tout. Ouais, et moi c'est chaud frère aussi. Et moi j'ai trouvé ça assez cool de voir ça. Et faut pas oublier qu'on a 31 ans, qu'on est quand même pas la cible du film. 30 ans. 30 ans, qu'on n'est pas la cible du film. Et moi je me dis, une petite fille qui voit ça en 2019, c'est cool, c'est un personnage qui est inspirant, qui est belle et tout, mais qui est aussi forte et qui a plein de personnalités. Et moi j'ai adoré Anna dans le film. Et donc après je te laisse parler Marion parce que ça fait 1 heure que je parle. Ouais. Oui, mais globalement moi j'ai peu de choses à rajouter sur ce que tu as dit parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc moi qui ai vu le 1, contrairement à d'autres, je trouve que... Non mais parce que je sais plus qui l'a dit, mais... Ça y est, elle nous ignore. Oui, voilà, je ne vous regarde plus. Je ne vous parle plus. Bande de sales rustres. Elle est sur son nuage là, elle est en train de nous juger. Mais contrairement à ce que vous en avez dit, moi honnêtement j'ai vu le 1 et je trouve que le 2 est complètement fidèle à l'esprit du 1. Alors oui, c'est un film Disney, oui c'est un numéro 2 sur le plus gros succès animé de Disney. Bon bah oui, c'est pour faire du fric, quelle surprise. Ça fait des années qu'ils sont sur ce modèle là. Moi je trouve que c'est très bien fait, que les chansons sont très bien, comme l'a dit Clément. Pas du tout d'accord avec vous, la chanson de Christophe, je trouve que c'est une des meilleures. Et effectivement, beaucoup d'autodérision. Parce que c'est très clipesque ce moment-là, beaucoup de dérision sur justement Elsa qui à un moment donné passe à côté de son double de glace en train de chanter Let It Go et qui se dit oh mon Dieu, comme si elle en avait honte un peu. Ouais. Comme si elle en avait honte parce que ça a fait quand même tout un foin. Et puis Olaf qui est quand même vraiment le gage humour du film, second degré à mort, qui à aucun moment est lourd, ce qui pouvait quand même... on craignait ça. On pouvait le craindre un peu parce que dans le 1 ça aurait pu prendre cette tangente là et là il est vraiment très drôle. J'ai beaucoup aimé les thèmes abordés, donc voilà, on retrouve l'émancipation, le sacrifice, il y a la paix entre les peuples. Alors c'est bateau, c'est pas bateau, ça reste un film. C'est ça le problème. Comme d'habitude en fait, c'est les valeurs que Disney va défendre. C'est des jolies valeurs, c'est l'écologie aussi. Oui, il y a l'écologie, l'indépendance, comme tu l'as dit, l'indépendance vis-à-vis des hommes, parce que c'est tout à fait vrai, la quête amoureuse, c'est Christophe qui l'amène et pas Anna.
Et voilà, moi honnêtement j'ai passé un bon moment. J'ai peut-être mis, pour être honnête, j'ai dû mettre bien 10 bonnes minutes à me mettre dans le film. J'ai peut-être eu un peu peur au début, mais en même temps je trouve ça hyper dur de comparer un film que j'ai vu 20 fois et auquel je me suis attachée à un film que je vois une fois au cinéma comme ça. Je le reverrai, c'est sûr, je l'achèterai, c'est sûr, et je jugerai plus tard si je l'aime autant que le premier, quoi. En fait, il y a un truc qui me dérange quand vous dites qu'il y a un côté progressiste du film. Je suis d'accord qu'il y a plein d'avancées sur plein de petits détails, mais il y a quand même un truc, je ne m'attendais pas à ce que ça me dérange, et ça m'a dérangé, c'est l'aspect sororité. D'une, parce que le personnage d'Anna, personnellement, je le trouve insupportable dans son côté contrôle fric et je ne laisse pas d'air à ma sœur. Et justement parce que je trouve qu'il y a un côté, les deux sœurs, elles sont presque comme les deux facettes d'une même personne. Indivisible. Et en fait, il y a un truc qui me dérange, c'est que malgré tout, même si on inverse plein de choses, des choses qui sont censées être pour les garçons et des choses qui sont censées être pour les filles, là on inverse, on laisse quand même d'un côté les garçons et d'un côté les filles. Je trouve que il y a un truc, moi ça me touche pas, et je suis sûre qu'il y a plein de filles que ça ne touche pas, cette proximité avec sa sœur, cette fusion en fait, ce côté fusionnel avec la sœur. Moi ça me dérange en fait quand je vois ça, je trouve qu'il y a un côté un peu malsain, et j'aime pas trop qu'on donne ça comme un modèle en mode entre filles, on est trop fortes ensemble, alors que tu peux être seule forte toute seule. Elles sont séparées et moi dans le ce que film, j'aimerais bien voir plus quand je regarde ce film, c'est Elsa toute seule, et ça me fait du bien quand elle est toute seule en fait, et qu'elle peut avoir son indépendance sans sa sœur. Et en plus je trouve qu'il y a quand même des petits passages dans le film où mine de rien on dit, je crois que c'est Olaf qui dit oh faut pas chercher à comprendre avec les garçons, en parlant de je sais plus quoi, ou alors à la fin quand il y a le... Oui, mais je sais pas si c'est vraiment second degré. Sexisme, parce que normalement c'est la blague inverse, tu dis les femmes il faut pas chercher à les comprendre. Justement à la fin on fait la même chose avec les femmes. Ce qui me dérange c'est qu'on le fait un coup avec les femmes, un coup avec les hommes, et qu'on le fait jamais sur... Enfin, tu vois, on les rassemble jamais en fait. Et à la fin, quand ils doivent porter des costumes pour la cérémonie, on dit oh là là, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour ou par les femmes, je sais plus. Enfin, il y a un truc en tout cas qui renvoie souvent une opposition homme-femme, même si les choses sont inversées. Et en fait, c'est pas que je trouve ça grave, mais c'est que je trouve que c'est un peu gros sabot, un peu schématique, un peu maladroit au fond dans son côté progressiste. Bah ouais, je vais rebondir là-dessus parce que en fait, je crois que c'est un film qui est faussement progressiste. En fait, c'est un peu un leurre, je trouve, dans le sens où le personnage qui est intéressant du film, c'est Elsa, tu vois. Et même dans le premier film, c'était Elsa qui était intéressante. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Sauf que Elsa est limite devenue personnage secondaire de son film. Le film s'appelle La Reine des Neiges. Elle est personnage secondaire du film. Elle était déjà personnage secondaire du 1. Mais non, pas vraiment. C'était quand même entre guillemets le méchant principal qui devenait gentil. C'était un personnage principal aussi. Là, c'est pas le cas. Là, Elsa, c'est la figure de femme émancipée qui à la fin finit comment, exilée, alors que la nana qui a tout ce qu'elle veut, et elle se marie avec le mec. Elle est pas exilée, elle est dans sa famille. Oui, non, mais elle est quand même loin et tout. Et en mode, j'ai les cheveux. Elle est à part en fait. Elle est marginalisée. Elle est marginalisée, que tu le veuilles ou non, de la manière dont tu vois les choses. La meuf qui a réussi dans le film, c'est Anna parce qu'elle s'est mariée avec le cum. Je suis pas du tout d'accord. Et puis je suis désolé, le fait qu'un cum essaye à tout prix de se marier avec la meuf et qu'il fasse le pan, c'est pas c'est pas un truc novateur, c'est super classique. Mais ce gimmick de... Les gars, c'est un dessin animé. Non, mais même si c'est un dessin ça animé, va pas être girl power et tout. Mais ça excuse pas. C'est déjà bien comme avancée. Mais ça excuse pas. Enfin, je trouve que justement, j'ai l'impression que le film. Après, peut-être qu'on part trop loin dans des débats, mais si on me dit que le film est progressiste, je réponds non, il l'est pas. C'est qu'il fait semblant de l'être. Ça manque de nuances parce qu'en fait il y a plein de mecs qui certainement ont déjà été autant attachés à leur femme et ont fait autant de déclarations d'amour et en fait ils vont se dire non mais c'est pas exceptionnel quoi, et oui on le montre mais c'est pas très courant, enfin c'est pas un truc de ouf non plus de montrer ça quoi. En tout cas ça n'a jamais été fait dans un autre Disney par exemple. Si, Bernard et Bianca et Polly des kangourous, il arrête pas d'essayer de lui demander la main. Oui mais c'est une souris, ça n'a rien à voir. Ouais, mais c'est beaucoup plus touchant dans Bernard et Bianca au pays des kangourous que dans Frozen, le gars qui essaie de lui courir après pour lui offrir la... Oui mais ça devient ridicule au bout d'un moment. Il y a un truc qui me dérange en fait. Et c'est un débat enflammé autour de la Reine des Neiges. Alors d'un côté, on a une team à qui ce débat enflammé aura fait fondre son petit cœur, alors que de l'autre, on n'aura que de la glace autour d'une autre. Un cœur refroidi peut-être par le poids des années, allez savoir. Peut-être. En tout cas, il y a une question à laquelle on peut répondre, c'est à qui recommanderiez-vous ce film ? À qui le rococo ? À qui le rococo ? À qui le rococo ? À qui le recommandez-vous ? À qui le rococo ? À qui le recommandez-vous ? À qui le rococo ? À qui le recommandez-vous ce film ? Notre rubrique qui permet de recommander ce film à un panel trié sur le volet. Clémence, à qui recommandes-tu ce film ?
Alors je pense que je le recommande à Jamy de C'est pas sorcier parce que je crois qu'il a pas fait un épisode où il disait que l'eau avait de la mémoire et voilà. Ah, ça c'est pas cool, c'est un des beaux sujets du film, c'est pas cool de s'en moquer. Mais c'est vrai que c'est cool comme théorie, mais il me semble pas que dans C'est pas sorcier on ait vu ça. Pourquoi mon verre d'eau me parle plus? Fred, parce que l'eau a de la mémoire. Il t'en veut. T'avais qu'à pas le traiter comme ça hier. Clément, à qui alors moi je recommandes-tu recommande ce à film? Luc Besson parce qu'on a enfin trouvé le 5e élément. J'y ai pensé, génial. Ah, c'est bon ça. J'ai pensé direct en Allez voyant voir le film pour comprendre. Marion, ça va, t'es calme? Non, jamais. Qui recommandes-tu ce non, film? je recommande à tous les fans durs. Voilà. Ouais, c'est pas beaucoup mouillé. Hein. Ouais. Donc 1 milliard de personnes, non, c'est 1 milliard d'entrées. Si les personnes étaient de dollars, oui, ce serait ça. Kevin, à qui recommandes-tu ce film? Bah écoute, moi ayant vu la version française, je le recommande aux personnes sourdes pour qu'ils puissent supporter un peu ce film. Ok, c'est facile pour eux, du coup. Et toi, Romain? Oui, voyez-le en Alors VO. moi, j'ai cherché, j'ai beaucoup de gens à qui recommander ce film, mais je pense que je recommanderais ce film avant tout à de grandes firmes comme L'Oréal ou bien des magasins comme Sephora, Nocibé ou Marionneau, parce que regardez-moi ce fard à paupières qui ne bouge pas chez Elsa, qui est magnifique, qui va, et pourtant elle va dans l'eau, qui brave tous les éléments, l'eau, la terre, le feu, la mer. Le fard à paupières est nickel, ce qui donne son teint éclatant à Elsa, que je trouve ma foi très très sexy, qui il fallait qu'il le dise. Elle t'a plu avec ses cheveux. Il fallait qu'il le dise et tout, mais par contre j'étais choqué de voir que son maquillage ne bougeait pas. Alors est-ce qu'il est permanent ou pas? Mais tu sais, même dans les films pas d'animation, c'est le cas. Moi, ça m'impressionne toujours. Chez Mila Jovovich, dans Resident Notamment. Evil. Enfin, voilà, je recommande ça à toutes les firmes de beauté. Regardez ce film et inspirez-vous-en. J'aimerais et pouvoir des bons tips. moi me mettre André mon Phoenix, on t'embrasse. Voilà, exactement. Bon, sur ces belles paroles tuto beauté, je pense qu'il est temps de se dire au revoir, les amis. Au revoir. On n'est pas bien? Si. Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Et on bandera quand on aura envie de bander? Voilà. Ce match retour. Il fait froid. C'est intense. Est-ce qu'on continuera de se parler après, vous croyez? Non. Bien sûr. Jamais. Parce qu'on s'aime au-delà des différences. Match retour endiablé autour de la Reine des Neiges 2, qui bat déjà des records, déjà plus de 200 millions de dollars accumulés, et ce n'est que pour son premier week-end d'exploitation, hein. Ça promet du lourd, du très très lourd niveau jackpot Disney et compagnie. La BA de la semaine, hein, c'était The Irishman, qu'on s'empressera de voir dans nos canapés au KLM sur Netflix dès le 27 novembre et dont on vous reparlera la semaine prochaine dans un match retour que j'espère aussi enflammé que celui-là. Non, on sera tous d'accord. Mais pas du tout, De Niro chante bien. Et n'oubliez pas que les Rolling Stones ont dit que c'était un chef-d'œuvre. Oui, donc c'est bien. Deux fois. De deux personnes différentes. Keith et Mick. Pour vous teaser ce qu'on fera la semaine prochaine, et tout simplement... Continue, moi je continue. La famille Addams. La famille Addams, le dernier du nom. Alors, qui reviendra? On arrête, c'est léger, ça ne marche pas. Alors, pardon, excusez-moi, j'étais lancé. On a des intentions artistiques, mais malheureusement, elles ne sont pas bonnes en fait. Elles sont pas réalisables. C'est un concert sans répète, hein, c'est ça le problème. Et oui, la famille Addams qui revient au cinéma d'animation. On va les enchaîner, les films d'animation là, c'est bien, parce que ça faisait longtemps qu'on en avait pas fait. Et puis c'est un peu Noël, hein. On se demande pourquoi il y a tant de films d'animation à Noël. Vous aurez la réponse très vite. On vous le dira. C'est pour l'argent, principalement. Plus encore. Donc la famille Addams qui revient, non pas dans une suite des films qu'on a pu voir de Barry Sonnenfeld, mais dans un nouveau film d'animation qui a l'air de respecter plus ou moins le code humoristique et cynique de cette famille-là qu'on connaît bien. Alors j'ai hâte de faire la BA avec vous. Et puis voilà, on en reparlera sur les réseaux, hein, qu'on va rappeler aussi. Bien sûr. Les réseaux, hein, Facebook, Instagram, Twitter pour ce qui est des réseaux sociaux, et puis les plateformes d'écoute de podcasts que vous connaissez aussi très bien, comme Spotify, comme Deezer, comme iTunes. Au chat.
Ocha. SoundCloud. Faites-vous plaisir, choisissez celle que vous aimez, hein, mais c'est la même chose en fait. L'épisode est le même quoi qu'il arrive. C'est le même podcast. L'épisode sera le même. Écoutez-nous. Nos voilà. voix seront les mêmes. Et par contre, sur iTunes, on vous encourage à venir nous mettre une petite note, un petit avis. Nous, on aimerait bien avoir des retours sur ce que vous pensez de notre émission. Qu'est-ce que vous pensez Est-ce qu'il y a des choses à parfaire? Est-ce qu'il y a des choses à enlever? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Des choses à pas refaire? Des choses à ne pas refaire. Un jeu de mots à enlever? Voilà. Et puis on se fera un plaisir de lire vos avis et puis d'en prendre compte. Qu'est-ce qui se passe? Ton virement n'est pas passé? Je viens de voir un article de Première qui dit La Reine des Neiges 2 réalise le meilleur démarrage mondial de tous les temps pour un dessin animé. Et à côté, Brisby, le secret de Nîmes, était sorti dans l'oubli. Tellement bien, Brisby! Dans l'ignorance totale. Oh, c'est tellement bien, Brisby! C'est le meilleur dessin animé du monde. Aucun rapport. T'as jamais vu Brisby? Si, mais je vois pas le rapport entre la Reine dans des le Neiges sens et où Brisby. c'était bien meilleur et que c'est sorti dans l'ignorance totale. Bien meilleur. Différent. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On a train de digresser. Ciao, ragazzi. La saturazione. Torterini. Arrivederci. Shoshana! Et ben, ce débat. Et encore, je pouvais répondre. On l'a moins débattu sur Polanski. J'avoue. Mais on était plus unanime, je crois, non? Oui. Ouais, bref.